Super, merci beaucoup. On donne les 2 dernières minutes à ceux qui finissent leur café et leur dessert pour commencer sans trop de retard. Il y a des impératifs des uns et des autres dans les intervenants des tables rondes suivantes. J'essaye, tant que faire se peut, de respecter le timing pour respecter les différents intervenants. Merci à tous d'être revenus pour cet après-midi. Je sais que vous avez tous plaisir à vous revoir, à discuter, à échanger, à partager un café, un plat. On va reprendre cet après-midi parce que le programme est à nouveau très dense. Merci aux dernières personnes arrivant de s'asseoir. On va parler d'un sujet important. On l'a bien vu pendant la crise du Covid où il y a eu une accélération des usages du numérique et aussi la continuité avec des nouvelles mesures qui sont mises en place. Pour cette session, je vais laisser la main à Michael Ten, qui est vice-président catégorie ingénieur et cadre technique et directeur des systèmes d'information au CHU de Nice. Michael, c'est toi qui vas gérer cette session avec Olivier Clatz et Shirley Brottier. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour. Donc effectivement, une séquence sur l'innovation numérique. Je pense qu'avant toute chose, on va replanter un peu le décor en disant c'est quoi l'innovation. L'innovation, on en entend beaucoup parler. On en mange un petit peu à toutes les sauces, hein, innovation par-ci, innovation par-là. Alors à la base, l'innovation, c'est vraiment rajouter quelque chose de nouveau dans un dispositif qui existe déjà. C'est-à-dire faire de quelque chose qui existe, l'améliorer dans la continuité pour faire en sorte que ce soit justement plus moderne, plus en phase avec les nouveaux usages. Il y a une forme de syncrétisme qui s'est fait avec l'invention, avec la création. Et aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on englobe, à tort ou à raison, dedans la création, justement, et plus seulement l'innovation. Alors, on peut se poser la question de pourquoi on innove. Parce que si on en parle tellement, c'est que c'est nécessaire, c'est qu'il y a un besoin d'innovation. Mais à quoi ça sert d'innover ? Ce matin, par exemple, Gérard Raymond, qui est le président de France Asso Santé, nous en a donné quelques éléments. Quand il nous a dit, grâce aux innovations numériques, on a pu prendre en charge des patients pendant la crise Covid au domicile. On a pu faire des suivis. On a pu tracer l'ensemble des vaccinations, l'ensemble des dépistages, SIDEP, SIVAC, qui se sont faits dans des temps très très courts. Ça peut servir à ça, l'innovation. Ça peut servir aussi à améliorer le lien entre la ville et l'hôpital. Le président de France Asso en parlait. Ça permet aujourd'hui à des patients qui sont un peu loin, il citait d'ailleurs son propre exemple, hein. Et moi je suis souvent en déplacement sur Paris, ça me permet potentiellement d'avoir des consultations avec un spécialiste qui se trouve de l'autre côté de la France. Donc il est toujours, selon moi, important de se poser la question de pourquoi innover, pourquoi faire en sorte d'améliorer nos systèmes. C'est bien à destination des usages, des professionnels ou des patients, mais pas pour le plaisir d'innover. Et après, on peut se demander comment innover. Et ça, c'est un vrai sujet en France, sur comment innover. Valérie Pécresse, ce matin, elle disait il faut capitaliser sur justement nos compétences, sur nos moyens pour innover français, quelque part en France, et dans notre système de santé, et pas laisser échapper cette innovation au GAFA ou à l'étranger ou autre. Donc pour innover, il faut déjà faire en sorte de nous donner les moyens d'innover. Il faut aussi se donner les moyens financiers, mais également les moyens humains de faire l'innovation. Parce que derrière les innovations, si je parle d'intelligence artificielle, il faut des ingénieurs qui savent faire des calculs, des algorithmes, des bio-ingénieurs, etc. Donc il faut qu'on soit en capacité, nous, si on revient au monde hospitalier, de capter ces personnels, de capter ces talents dans l'innovation numérique et de faire en sorte de les fidéliser, de les garder avec nous, pour pouvoir co-construire avec eux un système qui soit innovant, moderne et au service de nos patients et de nos utilisateurs. Pour répondre à ces questions, nous avons aujourd'hui avec nous Olivier Clatz. Olivier, qui est connecté à distance,
Vous êtes directeur de projet au Ségur sur le volet numérique pour le ministère des Solidarités et de la Santé, qui est un projet qui est assez ambitieux et dont on a, je l'espère et je pense d'ailleurs, tous entendu parler. Olivier, quelle est votre vision par rapport à cela, à cette innovation numérique et l'amélioration des usages? On ne vous entend pas, Olivier. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, je suis désolé, mais j'entendais tout le monde en triple, là. C'était assez spatial. Répétez la question. Il faut que je vous répète la question. Donc, j'ai planté le décor donc, de l'innovation. Pourquoi innover? Dans quel but? Et je vous posais la question donc, à vous, qui êtes directeur de programme du volet numérique du Ségur de la Santé, sur quelle est votre vision par rapport à cela et peut-être décliner un peu, expliquer ce volet numérique du Ségur de la Santé. Je suis désolé, j'ai un son qui est inaudible. On va peut-être commencer. Est-ce que vous pouvez passer éventuellement à l'intervenant suivant? Pendant qu'on recale au niveau de la technique. Est-ce que le micro fonctionne? Si, il fonctionne, c'est bon. C'est bon, le micro fonctionne, très bien. Donc, je suis Charles Brottier, je suis directeur R&D chez Software Medical. Peut-être que vous pouvez mettre le slide derrière moi pour que tout le monde puisse le voir. Donc, en quelques mots sur Software Medical, donc on est un acteur majeur de la e-santé en France, un acteur franco-français avec des capitaux français. On représente à peu près 700 personnes sur le territoire national et on adresse 3 métiers particuliers ou 3 acteurs particuliers, les établissements de santé dont vous faites partie, les cabinets d'imagerie médicale d'une manière générale, dont certains sont aussi dans les établissements de santé, et puis tout ce qui va être autour de la médecine de ville et les centres de santé. En termes de chiffre d'affaires, pour donner un petit peu l'ordre de grandeur, on représente à peu près 80 millions de chiffres d'affaires en 2021 sur l'ensemble des activités. Vis-à-vis de l'innovation, on y reviendra, mais une grosse partie de nos investissements sont justement réinjectés pour innover. 20% du chiffre d'affaires est réinvesti chaque année pour l'innovation, la R&D, la recherche. L'ensemble de nos équipes sont réparties sur le territoire français. Donc pour faire écho à ce que disait Michael, effectivement, recruter, attirer, fidéliser des talents, c'est aussi un challenge dans les équipes R&D, mais c'est quelque chose que l'on co-construit avec les établissements de santé. Autre chiffre important pour le discours et l'Assemblée d'aujourd'hui, depuis 3 ans, parmi les appels d'offres qui ont eu lieu, Software Medical a gagné 19 de ces appels d'offres pour les équiper autour de dossiers patients informatisés. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Eh bien, en fait, on est un acteur du parcours de soins d'une manière générale et on aide le patient à devenir de plus en plus acteur de sa propre santé en proposant aux professionnels de santé, parce que nos clients sont les professionnels de santé, des outils qui vont faciliter leur travail au quotidien, mais en permettant aux patients d'agir à distance, tel que ça a été évoqué ce matin, en fonction des maladies chroniques ou de certaines pathologies, pour pouvoir enrichir en temps réel des données, où que soit le patient. Et en gros, le système d'information qu'on met à disposition s'adresse aux professionnels de santé, aux cadres administratifs, aux médecins DIM, etc., à tout un tas de personnels qui permettent d'interagir avec le patient dans un parcours, qu'il soit en ville, qu'il soit dans l'établissement ou d'ailleurs à domicile, pour faciliter et fluidifier son parcours de soins. Voilà en synthèse. Vis-à-vis peut-être de l'innovation, sauf si Olivier nous entend mieux, auquel cas je peux peut-être lui repasser la parole. Est-ce qu'on a retrouvé le son avec Olivier Klatz? Olivier, est-ce que vous nous entendez bien? C'est mieux? Je vous entends mieux. C'est mieux. Du coup, Olivier, peut-être que vous pouvez réagir sur le positionnement du Ségur en santé. Voilà une belle preuve d'innovation numérique. Ouais. Est-ce que, Olivier, vous pouvez enchaîner sur le Ségur, le positionnement du Ségur en santé? Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un écho quand même énorme chez vous. Si vous avez... on va continuer. Autrement, on continue, c'est pas très grave. Donc, j'imagine qu'un certain nombre de personnes parmi vous sont au courant du Ségur en santé. D'ailleurs, ça serait intéressant, pourquoi pas, de faire lever la main à la salle pour voir qui a déjà entendu parler du Ségur en santé dans la partie numérique. Et du Ségur numérique en santé. Voilà, partie numérique du Ségur en santé. Donc, pour ton information, Olivier, si tu nous entends, je dirais
Ah non, ça se lève un peu plus. Presque la moitié, moins de la moitié de la salle, je pense, a entendu parler du numérique en santé. Donc ce sera très important que tu puisses préciser les objectifs et les enjeux de ce chantier-là. En synthèse, il est là pour faciliter et simplifier les échanges et le partage d'informations au travers d'outils comme le DMP, comme la messagerie sécurisée de santé, entre les professionnels de santé, mais tout ça au bénéfice du patient qui lui-même devient acteur de sa propre santé. 1er janvier 2022, chaque citoyen qui n'y s'y opposera pas bénéficiera par défaut d'un carnet de santé numérique qui sera automatiquement alimenté par les établissements de santé, par la médecine de ville, par les cabinets de biologie, par les cabinets d'imagerie médicale. Enfin, je laisserai Olivier faire la présentation complète de ce parcours-là. Mais en gros, on a devant nous un palier qui pourrait permettre d'accélérer l'innovation. Après, quand on regarde un petit peu plus l'état des lieux des établissements de santé, il y a deux mondes. Il y a ceux globalement qui savent à peu près que le Ségur en santé pourrait être un formidable accélérateur. Et puis il y a le quotidien des établissements de santé qui ont complètement un focus sur autre chose. Ils ont le focus sur leur transformation, comme on l'a vu ce matin, vis-à-vis des GHT, animer tout ça, converger leur système d'information, qui est un petit peu en décalage vis-à-vis du numérique en santé, de l'accélération que l'on veut faire. Donc il va s'agir de trouver un juste équilibre entre ce qui focalisait les établissements de santé avant la crise telle qu'elle a eu lieu. Elle a eu une rupture, cette crise, et elle a accéléré, on va dire, la transformation numérique. Mais en gros, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les établissements reprennent le cours de leur activité avec la convergence des systèmes d'information, la mise en place des GHT, la gouvernance qu'il y a derrière, les problèmes ou adresser les sujets RH, etc. Et puis d'autre part, on a ceux qui accélèrent et qui vont sur l'innovation de rupture et les nouveaux usages. Donc on pense, nous, qu'il faut réussir à allier les deux. Ça va être très challenging de permettre aux établissements d'allier les deux, parce que parmi ces établissements-là, il y en a qui sont focalisés sur la mise en place de certains domaines dans le programme Open, qui font que l'arrivée du Ségur est encore un énième objectif à atteindre, alors qu'ils étaient tous focalisés sur Open. Et donc comment allier les objectifs du quotidien avec ce qui nous arrive vis-à-vis de la mise en place du Ségur. Donc nous, on pense vraiment que c'est tout à fait possible d'équilibrer les deux sujets, que l'innovation, justement, va permettre de faciliter la mise en place de ces nouveaux usages. Évidemment, ça repose sur la mise en place de plateformes ouvertes, de technologies modernes, de technologies à base de solutions web qui nativement vont permettre d'ouvrir le système d'information qui, historiquement, dans le monde de la santé, avait tendance à être plutôt très fermé. On vient d'un monde très, très fermé, où les éditeurs, les industriels, etc., protégeaient un petit peu, on va dire ça comme ça, les données pour surtout qu'ils en restent propriétaires presque. Alors qu'en fait, pour permettre d'accélérer et d'aller vers l'innovation, il s'agit au contraire d'ouvrir tout ça et puis de permettre à chacun de venir collaborer sur une même plateforme. Encore faut-il qu'elle soit ouverte. Mais pour compléter, d'ailleurs, le Ségur numérique et mon espace santé, qui sera d'ailleurs un peu plus qu'un carnet de santé numérique, se base sur des outils existants, sur l'interopérabilité, sur combiner des outils existants avec des nouveaux outils. Peut-être qu'en tant que DSI, vous êtes peut-être le mieux placé pour aller un peu plus loin sur ces nouveaux outils, ces nouveaux usages. Oui, effectivement. Alors, en fait, sur le numérique en santé, vous avez vu qu'il y a eu déjà une volonté très forte d'accélérer le virage numérique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a appelé ce programme. Et donc là où il y a encore quelques années, voire même quelques mois, si on annule la période Covid, on parlait de DPI beaucoup dans nos établissements. Après, on a commencé à parler de peut-être un petit peu alimenter le DMP. On a commencé à parler de convergence sur le territoire. Et là, très très vite, d'un coup, on nous parle espace numérique en santé, ouverture sur le territoire, tous ces programmes, la biologie, le laboratoire. Voilà. Or, nous, on continue, nous, établissements, on continue, effectivement, comme vous le dites très justement, à travailler sur la convergence, à travailler. Voilà. Je pense qu'on peut paralléliser ces projets parce que, de toute façon, l'ouverture sur les territoires, c'est une nécessité. On l'a vu dans le cadre, encore une fois, de la crise sanitaire. C'était déjà vrai avant. Mais ce matin, on l'entendait encore, on nous disait que ce n'était pas possible. Finalement, si, c'est possible. Donc, je suis content en tant que DSI, parce que ça fait des années qu'on dit que c'est possible. Et donc, enfin, effectivement, c'est possible. Et donc, il va falloir qu'on arrive à paralléliser ces sujets, mais pas l'un au détriment de l'autre, parce qu'ils sont très liés, ces deux sujets-là. Et il va falloir aussi qu'on soit accompagné par les industriels. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir le retour des industriels sur ce sujet. Et je sais d'ailleurs que dans le cadre du programme du Ségur de la santé, il y a la partie SUN ES, donc pour les établissements de santé, mais également un financement prévu
pour les éditeurs en santé, la partie SON, qui va justement leur permettre de répondre à ces nouveaux besoins, ces nouveaux avantages. Donc il va falloir que nous, on suive cette accélération qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps. Par contre, et c'est, bon, je ne sais pas si Olivier est revenu, mais... Oui, on m'a dit que le son était rétabli, un son correct avec Olivier. Parfait. Et donc, vous allez pouvoir rebondir, Olivier. Par contre, effectivement, il va falloir qu'on soit accompagné d'un point de vue, bien évidemment, financier, mais ça, le Ségur le prévoit, d'un point de vue également méthodologique. Et ça, c'est tout le travail qui a été fait depuis quelques années maintenant par l'ANS, la DNS, pour justement faire en sorte que tous les socles techniques, tout ce qui nous permet de faire communiquer nos logiciels les uns avec les autres, soit enfin à peu près harmonisé. Voilà, même s'il y avait des travaux qui étaient lancés auparavant, il y a une doctrine qui a été publiée qui nous permet aujourd'hui de dire on s'appuie sur cette doctrine pour pouvoir faire communiquer nos SI. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir aussi qu'on soit accompagné pour pouvoir nous permettre à nous, établissements de santé, sur le volet numérique, de réaliser cette transformation. C'est-à-dire qu'on est très pris au quotidien par des systèmes qui sont de plus en plus complexes, et c'est tant mieux, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'usages, avec aujourd'hui des difficultés, je reviens sur ça, mais on est aussi au congrès du SMPS, avec des difficultés de plus en plus importantes pour recruter des techniciens, des ingénieurs en informatique ou dans d'autres domaines. Et donc ça, on y est confronté, mais je sais que les éditeurs le sont aussi. Peut-être Olivier, si vous êtes revenu, vous laissez donc nous présenter le Ségur et ses ambitions. Oui, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle que j'arrive tard parce que vous avez déjà fait la moitié du travail. En effet, je vais redire un petit peu ce qui a été dit, mais le Ségur, c'est un programme très important. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on met des moyens inédits, 2 milliards d'euros sur le numérique en santé, et avec une volonté politique vraiment de pousser très fortement ce que vous ressentez après tous, côté éditeur, côté établissement de santé, sur le numérique en santé. Je fais une petite parenthèse aussi, il n'y a pas que le Ségur comme programme de financement, puisqu'il y a également la stratégie d'accélération santé digitale sur laquelle on met 600 millions d'euros, qui a vocation, entre guillemets, à prendre le relais par rapport au Ségur, puisque c'est aussi l'objet de cette table ronde, puisqu'elle finance essentiellement, voire exclusivement, le volet innovation. Sur le Ségur, en gros, la manière dont ça a été réfléchi, c'est de tirer les leçons d'un programme qu'on a réussi à mettre en œuvre extrêmement rapidement, qui est le SI CIDEP, donc des tests de dépistage Covid, qu'on a réussi à mettre en place en quelques semaines parce qu'on avait extrêmement rapidement pu travailler avec les industriels et qui se sont mobilisés pour remonter les résultats de tests sur un système central. Et donc, on s'est dit, on va essayer de créer un mécanisme alors, de plus grande ampleur, mais qui finalement repose sur cette expérience en essayant d'inclure plus les industriels plus directement, je dirais, dans le programme. Donc, du coup, là où d'habitude, on définissait en gros des cibles d'usage et puis on faisait peser la responsabilité sur les établissements du comment et puis d'aller chercher les industriels et puis de tout leur schéma d'urbanisation. Là, on s'est dit, et ça va un petit peu dans ce qui a été dit aussi juste avant, on coupe le programme en deux. En gros, il y a une partie qui vient spécifiquement financer la mise à jour des logiciels, l'équipement logiciel, et donc c'est celui qu'on a mentionné là juste avant, le programme SONS, qui s'applique par ailleurs aussi bien aux établissements de santé qu'aux libéraux. Et puis après, il y a une deuxième partie du programme qui vient financer en gros tout le reste. Donc on est conscient qu'évidemment, il n'y a pas que des logiciels à faire évoluer, il y a des procédures à changer, parfois du matériel, des moyens humains qui doivent s'adapter. Et donc là, on est sur un volet qui est plus traditionnel, puisqu'on met donc c'est le programme SON-ES pour l'établissement de santé, et on utilise ce mécanisme de financement à l'atteinte des cibles d'usage. Donc voilà, on a ces deux leviers avec volontairement une stratégie de petits pas, qui s'adapte au mandat qu'on a, qui est d'accélérer. Donc, le programme, ce financement à l'usage, le programme SON, il vient décroître tous les 6 mois. Donc, par fenêtre de 6 mois, en fait, il y a un forfait de financement, mais 6 mois plus tard, il est un peu plus petit, 6 mois plus tard, il est un peu plus petit, etc.
Et sur le volet équipement logiciel, où on vient financer l'achat d'équipements, ben là-dessus, on est sur une fenêtre d'1 an, et puis il y aura une nouvelle fenêtre d'1 an qui partira juste derrière. Quelques mots sur comment on a mis en place ce dispositif. Premièrement, dans la méthode, on s'est dit que on ne pouvait plus tout inventer à Paris au ministère et puis ensuite l'imposer à l'écosystème. Donc, on a très tôt, dès octobre, mis en place des groupes de concertation, on appelait ça des task force, pour nous dire en fait ce qu'il y avait à faire. Et notre posture, c'est de dire il y a un périmètre de jeu qui est celui que vous avez exposé en fait juste avant, qui est l'échange et partage des données de santé entre professionnels et avec le patient. Et au sein de ce cadre, on se dit qu'il n'y a pas un logiciel one size fit all, une doctrine one size fit all, mais qu'il faut rentrer dans la complexité, il faut regarder comment ça se passe en biologie, on l'a dit, en radiologie, chez les médecins, à l'hôpital, etc. Et donc là, nous, on n'est pas les mieux placés en fait pour tirer les constats et émettre des recommandations. Donc, on a mis en place ces groupes qui eux-mêmes en fait nous ont aidés. Enfin, ils ont même plutôt co-construit, voire construit en premier lieu toute cette feuille de route pour l'adapter à chacun des écosystèmes qui est différent. Dans les évolutions sur le comment, la manière dont on a fait les choses, il y a également ce système SONS qui est un peu particulier puisque c'est ni un appel d'offres national, puisqu'on ne souhaitait pas, nous, l'État, acquérir les solutions, ni un appel à projet, parce qu'on ne souhaitait pas financer en subvention, puisque les ratios de subventions sur fonds propres pour les entreprises étaient tels qu'avec 2 milliards, en fait, on était déséquilibré et on n'arrivait pas à embarquer l'écosystème. Et donc, on a trouvé un mécanisme un peu innovant qui a été utilisé par ailleurs, mais rarement en santé, qui permet à l'État de faire de l'achat pour compte. C'est-à-dire qu'on vient référencer des logiciels. Donc, issus de toutes ces concertations et de ces travaux, on a émis des recommandations techniques. Et tout éditeur en fait, qui respecte ces contraintes ou ces éléments techniques peut se voir référencé. Et ensuite, chaque client, chaque établissement de santé, mais ça s'adapte également aussi en bio, en radio, etc., a un droit de tirage unique par ailleurs, sur lequel, lorsqu'il tire, il se voit équipé par son fournisseur, mais c'est l'État qui paye. Donc, c'est vraiment de l'achat pour compte. C'est un peu innovant, mais on se dit que c'est le plus adapté parce que ça permet d'être en circuit très court, en fait, en termes de commande d'installation. Voilà en gros ce que je pouvais dire, en tout cas en introduction, sur le fonctionnement du Ségur, avec à la fois donc, le côté équipement qui est nouveau et puis la manière de fonctionner également, plus en concertation, et puis avec cet achat pour compte qui n'a jusqu'à maintenant pas été mis en œuvre et dont on espère que ça va permettre de remplir leur mandat et d'aller plus vite. Peut-être pour confirmer et compléter ce que vient de dire Olivier. Donc effectivement, par exemple, Software Médical a fait partie de ces fameuses task force pour co-construire ces référentiels, mais pas juste avec des industriels et des représentants du ministère. Il y avait aussi des sites pilotes et des clients pilotes et des établissements pilotes qui ont travaillé à la co-construction de ces référentiels. Donc c'était extrêmement enrichissant parce que, au passage, on a pu expérimenter, on n'a pas fait juste des choses sur papier, etc. C'est vraiment une expérimentation où on avançait et on progressait tous ensemble. Des choses qui étaient trop ambitieuses, dont certaines ont été reportées pour la seconde vague, seront réétudiées ultérieurement, etc., de sorte à être pragmatique et à garder le temps pour être absolument dans le rythme qui avait été défini au départ. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le Ségur, fonctionnellement, va être, en anglais on dirait un enabler, c'est-à-dire qu'il va rendre capable un certain nombre de choses. Et c'est dans cette notion de rendre capable que va naître enfin l'innovation. Parce que le Ségur en tant que tel, il va faciliter les échanges et le partage entre les professionnels, alimenter le DMP, alimenter l'espace numérique en santé, enfin mon espace santé, alimenter des messageries entre professionnels de santé, mais c'est surtout les usages qui vont ressortir qui sont fondamentaux. Et c'est là-dessus qu'on va enfin pouvoir travailler et que des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas accès à ce marché de la santé vont certainement pouvoir bénéficier de cette capacité à accéder au marché. Alors à quoi ça va permettre ça ? Ça va permettre justement à l'innovation d'arriver très vite. Parce que si ça repose uniquement sur des industriels historiques traditionnels, eh bien ça conservera un rythme moyen, on va dire, en termes d'innovation. Et là, il s'agit d'aller vers une innovation de rupture et donc de permettre à des tiers innovants qui ne viennent pas forcément du monde de la santé à porter leur œil externe et venir bouleverser ou changer les choses qui sont déjà en place depuis quelques temps. Et ça, c'est quelque chose d'innovant à la cible. Et à nous, industriels, de nous adapter pour permettre à ces partenaires-là, parce que c'est vraiment ça l'idée, de co-construire ensemble, de leur ouvrir
la plateforme Hôpital Manager, donc c'est le nom de notre DPI, mais de l'ouvrir pour leur permettre d'ajouter de la valeur, de fluidifier certaines choses. On parlera certainement peut-être après des usages possibles, mais l'objectif sur l'innovation, normalement, c'est de résoudre un problème. Donc il s'agit d'identifier des problèmes qui sont moyennement ou mal adressés. On regarde les professionnels de santé, comment est-ce qu'ils travaillent au quotidien, avec des approches du X-Design ou ce genre de choses-là. Et puis ensemble, on essaie de trouver la meilleure manière de résoudre le problème, soit avec des outils d'intelligence artificielle, soit avec des outils de fluidification ou d'automatisation d'un certain nombre de processus. Alors il y en a qui sont très évidents, tout ce qui est autour du PMSI, de simplifier, d'améliorer le codage, sur tout ce qui va toucher autour de la reconnaissance de documents déstructurés automatiquement, pouvoir le classer dans le dossier patient, parce que tout n'est pas encore structuré, normalisé, notamment avec la médecine de ville, et classer les bons documents dans le bon dossier patient, c'est des choses qui sont relativement accessibles. Et puis la suite, ça va permettre d'aller plus loin, d'exploiter la donnée, de la mettre à disposition pour que les fameux chercheurs qu'on essaie de garder et d'attirer puissent, eux, travailler et nous apporter, peut-être nous aider à trouver les nouveaux usages. Alors, nous, en informatique, on parle très souvent d'urbanisation. On adore ce terme-là, les informaticiens. Donc, vous voyez bien comment on peut urbaniser une ville. Là, on va mettre la mairie, là, on va mettre la caserne de pompiers, l'hôpital, et faire en sorte que tout ça fonctionne bien les uns avec les autres et puisse communiquer de façon fluide et assez rapide. Là, on voit bien que dans le cadre du Ségur de la santé, donc, on crée des nouveaux usages avec de l'innovation. Encore une fois, le DMP, enfin, au plus que le DMP, pardon, l'espace numérique en santé. On va créer également la messagerie avec nos usagers. Ça, ce sont des choses qu'on avait déjà fait dans certains établissements, dans certains GHT. Il y avait des innovations locales avec le bassin de population, bien souvent partagées avec des partenaires de la ville, privés lucratifs, privés non lucratifs, médecine de ville. Et ça s'est fait. Je ferai un petit clin d'œil aux députés ou aux sénateurs, je ne sais plus, de la Meuse de ce matin. Député, merci beaucoup, qui disait je me méfie de l'État qui donne pour reprendre après. Alors je ne vais pas faire trop dans la polémique, mais on nous a demandé à un moment donné de faire du groupement hospitalier de territoire et de faire de la convergence des systèmes d'information dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. En gros, on vous confie la mission sur votre territoire, de créer un système d'information. Qu'à cela ne tienne, dont TAC, nous allons le faire. On travaille à faire cette convergence de nos systèmes d'information ouverts sur un territoire. Ensuite, on a créé les groupements régionaux d'appui à l'e-santé, les GRAD. Ça doit parler à certains d'entre vous, qui sont les suites logiques des GIE ou des GCS e-santé qu'on a pu connaître dans les départements. Et donc, qui sont regroupés dans les grandes régions maintenant, qui ont leur démission sur la télémédecine, sur pas mal de choses, comme ça, en lien avec la ville-hôpital, les e-parcours. Alors que les GHT, on avait commencé à le faire. Qu'à cela ne tienne, voyons comment on peut fonctionner avec ces grades, etc. Aujourd'hui, on dit on va remonter d'un cran, on va créer des espaces de santé numériques nationaux, etc. Donc ma question, vous la voyez venir, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout cet écosystème qui existe et qui préexiste, avec des usages qui existent et qui préexistent par nos utilisateurs. On a concrètement sur des territoires des patients qui utilisent le dossier patient connecté de son CHU, de son CH, peu importe. Et donc, in fine, quelle est la place de l'hôpital et quelle place aura l'hôpital et le GHT pour continuer à faire de l'innovation numérique, pour continuer à urbaniser son système d'information, communiquer avec l'extérieur, tout en étant aligné avec les volontés qui sont les volontés nationales. Peut-être Olivier, si vous êtes là. Oui, je peux donner quelques éléments de réponse. En fait, on doit assumer qu'il y a un peu les choses qui ont été faites à l'envers. C'est-à-dire qu'on a développé très fortement, je dirais, l'urbanisation régionale avant de construire les fondations de la maison, les services socles, le premier desquels étant probablement l'identité nationale de santé, qui dit vous ne changez pas d'identité numérique, vous changez d'établissement. C'est un peu la base, mais c'est comme si vous changiez de nom à chaque fois que vous allez à l'hôpital, puis ensuite chez le médecin et que vous n'étiez pas le même. D'un point de vue numérique, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne dans le pays. Et donc, il y a ces référentiels socles qui tardent ou qui ont tardé à être mis en œuvre, probablement par défaut de stratégie du ministère. Donc, en effet, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que oui, on a un peu fait les choses en l'ordre et entre guillemets, dont acte, maintenant il faut faire avec. Et du coup, il faut imaginer une trajectoire où ces identités, qu'elles soient très locales au niveau de l'établissement, au niveau du GHT, voire parfois une identité pivot régionale,
eh ben, on bascule progressivement vers une identité nationale parce que c'est un peu la base du système. On imagine mal expliquer aux gens que leur identité s'arrête à la frontière de la région, quoi. Donc nous, c'est évidemment des éléments auxquels on réfléchit, et notamment toutes ces questions de trajectoire. À chaque fois qu'il existe, je dirais, un substitut régional, est-ce qu'on est dans le cas d'un socle où on souhaite que ce soit une technologie et ou un référentiel national, ou est-ce qu'au contraire, on est dans le cas d'une coordination locale, ce qu'on mentionnait là juste avant, entre le patient, son hôpital, les CPTS, et où là, clairement, les outils qui ont été mis en place pour la coordination, ils doivent rester. Et en réalité, la réponse, elle est ni on débranche tout, ni on fait que du régional. En fait, il faut faire au cas par cas et toujours se poser la question, est-ce que là, on est dans le cas d'une doctrine qui finalement devrait s'appliquer d'un point de vue national, ou est-ce qu'on est réellement dans le cas d'un usage, d'une organisation qui est territoriale, où en gros, l'État a probablement très peu de pertinence à avoir un avis dessus, quoi. Merci beaucoup. Donc, et vous, Shirley, en tant que représentant d'un industriel qui informatisait les hôpitaux, les GHT, et donc qui mettait en place les fameux DPI dont je parlais tout à l'heure, mais même bien plus, tout cet écosystème hospitalier, comment vous voyez ce système d'information hospitalier aujourd'hui et son devenir vis-à-vis de cette articulation régionale, nationale? Donc, globalement, le système d'information hospitalier, comment il évolue. On peut faire un peu l'analogie avec ce qui s'est passé peut-être dans les grands groupes français dans les années 2000, dans le monde bancaire, etc. C'était des systèmes extrêmement fermés qui, de plus en plus, se sont ouverts. Donc c'est exactement là, ce qui se passe dans le monde hospitalier, avec quelque chose de très important, c'est qu'on a des talents dans les hôpitaux qui peuvent nous aider à fabriquer le système d'information de demain. C'est vous, c'est les professionnels, c'est les médecins, c'est les cadres soignants, les infirmières, tout ce personnel administratif aussi, qui peut participer à cette co-construction du système. Donc ce qui est important et ce qui change par rapport à l'évolution de l'informatique en général, c'est qu'on a des acteurs qui peuvent aider les industriels, donc nous, à fabriquer le système avec lequel vous allez être le plus à l'aise au quotidien pour délivrer le meilleur parcours de soins aux patients, parce qu'à la fin, le parcours, tout patient va se retrouver quelque part dans un parcours. L'établissement de santé, l'hôpital va collaborer avec des cliniques privées, certainement que il y a des choses qui ont commencé, ça continuera. Et donc, à l'intérieur de l'établissement, il faut qu'on vous mette à disposition des outils qui vont vous permettre d'être le plus efficace possible dans votre activité. C'est ça qui, pour moi, est clé. Et des industriels tels que nous avons besoin, entre guillemets, de vous pour construire ce système d'information. Et pour le construire, il faut qu'il repose sur des technologies ouvertes, évolutives, modernes. Et le Ségur, quelque part, va peut-être aider à rehausser certains. Alors, il va le niveler d'une certaine manière. Certains industriels ne pourront pas suivre. Donc, ça va aussi peut-être c'est peut-être un terme dur, mais assainir le marché. Et puis, ceux qui passeront, entre guillemets, cette étape-là permettront aux professionnels de santé de rebondir et puis d'aller vers des usages qu'on n'a peut-être même pas encore imaginés. On travaille par exemple maintenant avec quelques CHU, on en a gagné 3 là, récemment, et dans ce contexte-là, on travaille aussi avec des universitaires, des chercheurs, des professeurs qui ont développé eux-mêmes très souvent des petits bouts de logiciels complètement géniaux qui permettent d'être très très pointus dans tel ou tel domaine. Par contre, ces logiciels, ils ne sont pas prêts, entre guillemets, pour aller sur un marché national, pour être mis dans les mains de tout le monde pour des raisons de sécurité, de scalabilité, de tout un tas de choses, de protection des données, de fuite de données qui malheureusement font l'actualité particulièrement en ce moment. Et donc notre rôle, en tout cas notre mission quelque part, c'est d'aider ces professeurs, ces experts à industrialiser ces logiciels et à les mettre nativement dans le DPI, dans les outils du quotidien, pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fluide et surtout d'accessible aux autres professeurs. Dans le monde de la radiologie, beaucoup souhaitent partager leur savoir-faire parce qu'il y a des experts particuliers dans le monde de la radiologie. Un radiologue ne peut pas être expert sur tout le corps humain, etc. C'est peut-être surprenant, mais c'est comme ça. Et donc les outils comme ça doivent permettre d'élever globalement le niveau de la médecine et de la santé en France. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Merci beaucoup, parce que ça fait le lien justement avec le point suivant que moi je souhaiterais aborder. Et pour revenir à mon introduction, sur la définition de l'innovation, l'innovation c'était ajouter quelque chose de nouveau à ce qui existait déjà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire en définitive avec le Ségur, et on est en train de remettre à niveau
notre système d'information en santé au niveau national. Et donc la question qui se pose, c'est après. Qu'est-ce qu'on va faire après, quand on sera plus dans le volet création de l'innovation, et comment on va faire une fois que, imaginons que on est demain, on est dans un monde merveilleux, tout le monde a un DPI qui fonctionne, voilà, public-privé, tous les cabinets de ville sont équipés, tout le monde a une messagerie sécurisée en santé, tout le monde a un DMP, un espace numérique en santé, voilà, tout est équipé. Voilà. Donc on va disposer de sommes de données importantes, de data, les fameuses data dont on entend parler en long, en large et en travers. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces data ? Pourquoi on va en faire ce qu'on souhaite en faire, et comment on va garantir, et vous en avez parlé, la sécurité. C'est pareil, la sécurité, c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, de plus en plus, et on voit bien que plus on met du numérique dans les établissements de santé, plus on prête le flanc à des attaques cyberterroristes et autres, et à se mettre en danger potentiellement si ça devait dysfonctionner. Donc je reviens sur un petit peu ma marotte, les talents dont on a besoin dans les hôpitaux. Par exemple, les ingénieurs en sécurité des systèmes d'information, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Enfin, ce sont des missions qui sont primordiales et extrêmement importantes dans les hôpitaux. Et là, c'est vraiment des métiers en tension. C'est le DSI qui le dit. Donc, comment on va garantir ça, et comment potentiellement on va garantir l'éthique autour de l'utilisation de ces données ? Voilà. Donc, je vous pose la question, qui est une question ouverte. Je ne sais pas, entre Olivier et Shirley, qui souhaite prendre la parole en premier sur ce sujet ? Si tu veux, on peut donner déjà la trajectoire qu'on a en tête, Ségur et post-Ségur. Le Ségur, on l'a dit, il y a plusieurs temps. En gros, le temps 1, le premier temps, c'est le temps de l'altruisme, on pourrait l'appeler comme ça. C'est le temps du partage des données. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, on est dans un système fermé, à la fois fermé d'un point de vue technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup d'éléments techniques qu'on essaye de faire sauter avec le Ségur, mais qui aujourd'hui empêchent réellement les professionnels ou les établissements de santé de partager leurs données, c'est-à-dire de pouvoir les mettre à disposition du correspondant. Donc ça, en gros, notre temps 1, c'est d'arriver à déverrouiller ce point-là, qui est celui qu'on nous a reproché pendant énormément de temps, et encore aujourd'hui. En gros, on nous dit le DMP, ça ne marche pas parce que le DMP est vide. Et c'est une réalité, en fait. Aujourd'hui, on a peu de DMP, une personne sur 10 qui en a un. Et en plus, quand on l'ouvre, on a une chance sur 10 qu'il y ait quelque chose dedans. Donc, ce n'est pas très compliqué. Chaque médecin, il fait son calcul très vite. S'il a une chance sur 100 de trouver quelque chose dans un DMP, au bout de 2 coups, il arrête. Donc là, comme vous l'avez dit, on a Mon Espace Santé qui arrive bientôt. Mon Espace Santé est ouvert à l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'on ne va plus avoir une personne sur 10 qui en a un, mais on va plutôt avoir 9 personnes sur 10 qui en auront. Et peut-être 1 sur 10, nos statistiques d'ailleurs actuelles, c'est que c'est moins d'1 sur 10 vraisemblablement qui s'y opposeront. Et donc, on change ce paradigme. Le deuxième, c'est que du coup, le temps 1 du Ségur est là pour le remplir. Et donc, on ne soit plus dans le syndrome du DMP vide, mais qu'on ait réellement ces données qui sont disponibles dans le parcours de soins pour le patient et pour l'échange avec le professionnel. Une fois qu'on atteint ce temps 1, en gros, nous, le temps 2, c'est de s'assurer que ces données peuvent être utilisées déjà en dehors du contexte de l'innovation dont on parle, parce qu'en réalité, cette donnée, indépendamment de tous les algorithmes qu'on peut mettre dessus, elle est essentielle. En fait, aujourd'hui, quand vous allez faire une intervention chirurgicale, on va vous demander vos antécédents, on va vous demander les opérations que vous avez déjà eues, on va vous demander si vous êtes allergique, etc. Donc, toutes ces informations, elles sont essentielles. Aujourd'hui, elles vous sont reposées à chaque fois comme question. Parfois, vous les oubliez en le faisant exprès ou pas. Ça m'est encore arrivé il y a 2 jours. Moi, j'avais oublié une info, en fait. Et donc, oui, c'est humain. Et donc, ce numérique va déjà soutenir des processus qui sont actuels, mais parfois pas très bien fonctionnants. Et en effet, ensuite, on a le temps 3. Et le temps 3, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire une fois que ce système, en gros, du parcours de soins numérique, il fonctionne bien, à la fois en termes d'alimentation et d'usage. Donc là, pour nous, il y a un élément qui est socle, qui est qu'on n'arrivera pas à ce temps 3 sans la confiance des citoyens. Donc, il faut que les citoyens aient confiance dans ce système. Ça veut dire que ce système soit le garant de la sécurité, soit aussi le garant de ce qu'ils souhaitent en faire. C'est-à-dire que ces données, elles ne sont pas ouvertes en fait, pour tout le monde. Elles sont uniquement ouvertes à ce que le citoyen, chaque personne, chaque patient décide. Et ensuite, en effet, on pourra probablement, on espère en tout cas, construire des nouveaux usages, construire des usages qui permettent
d'exploiter en fait toute la complexité qu'il peut y avoir dans différents examens. On a parlé de la radiologie juste avant, on aperçoit maintenant des nouveaux biomarqueurs qui sont invisibles à l'œil et qui peuvent permettre d'avoir un caractère prédictif sur le patient. On a de plus en plus je dirais des logiciels d'analyse des résultats de biologie qui sont multifactoriels et qui permettent au médecin qui est derrière sa console de mieux interpréter en fait l'examen, etc. Mais donc, pour nous, en fait, on se dit que on est encore un peu à la préhistoire. Ce dont on parle là, c'est le rêve, mais que ce rêve-là, en fait, il n'aura pas lieu si jamais on ne résout pas des problèmes basico-basiques du genre on arrête d'échanger l'information sur le papier, point 1. Point 2, il faut que les citoyens aient confiance dans ce qu'on est en train de construire. Point 3, il faut que ça apporte une valeur ajoutée indépendamment de toutes ces innovations. Et ensuite seulement, on pourra libérer en gros le dernier volet. Et il faut que le système soit construit pour apporter ces garanties à la fois de sécurité, d'éthique et de confiance pour l'ensemble de nos citoyens. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter en termes de perspective et d'évolution du système de santé, c'est que ça peut nous permettre, si c'est bien exploité de manière éthique, etc., bien sûr, de nous rapprocher de nos amis peut-être un peu asiatiques et d'aller un peu plus vers de la médecine préventive que d'être exclusivement ou principalement, on va dire, dans un système de soins où on soigne une fois qu'on est malade. On peut peut-être éviter de rendre les gens malades en allant plus vers de la médecine préventive. Mais là, on est déjà loin en philosophie, etc. Ça passerait par des sujets très délicats sur le traitement des données et puis pourquoi pas aller dans l'ADN, etc. Bon, on verra si on va vers ça. Néanmoins, le monde asiatique a pris depuis un certain moment ce virage de la médecine préventive et l'innovation telle qu'on est en train de la faire en mettant les garde-fous dont vient de parler Olivier, qu'on a tous en tête et au quotidien, quand on conçoit nos logiciels, on essaie de les penser sécurisés par défaut avec perspective d'héberger toutes ces données-là dans des centres d'hébergement français ou européens. Eh bien, oui, ça peut permettre d'ouvrir vers cette nouvelle médecine peut-être un peu plus préventive que ce qu'on fait en ce moment. Ouais, merci. Alors, quand même pour partager le fait que là, on se projette assez loin dans l'innovation pour faire un système qui est un peu plus global, un peu plus général, mais de l'innovation, on en a déjà dans nos établissements, je le disais tout à l'heure. Il y a pas mal d'établissements aujourd'hui qui utilisent notamment l'intelligence artificielle sur la radiologie, par exemple, pour faire de l'aide à la prise de décision sur des radios. Ce sont des systèmes qu'on met souvent en place aux urgences, quand il n'y a pas forcément de seniors. On utilise aussi de l'intelligence artificielle en biologie, en anapath. Voilà. Donc tout ça, ce sont des initiatives qui existent dans les établissements et sur lesquelles il va falloir capitaliser pour justement essayer de faire en sorte qu'on ait un système global qui puisse bénéficier de toutes ces avancées technologiques, ce qui a été dit tout à l'heure. Écoutez, je pense qu'on a épuisé le temps, comme ça on a rattrapé un peu le retard. Pour rattraper un peu le retard, on va quand même se donner quelques minutes supplémentaires, vu que pour respecter aussi chacun, si vous avez les uns et les autres un petit mot de conclusion, et s'il y a éventuellement une ou deux questions dans la salle, vraiment questions rapides, réponses rapides, ça permettra aussi de vous faire intervenir, parce que vous n'êtes pas forcément tous des spécialistes du numérique, même si c'est de plus en plus important. Mettre en place un système moderne, un système d'information moderne, évolutif, tourné vers les usages, peut aussi aider certains points qui ont été levés ce matin, comme la fidélisation des talents, aider les établissements de santé à recruter ou à attirer des médecins experts. Pourquoi pas, puisque j'ai un système d'information moderne, ouvert, évolutif, ça peut peut-être m'aider à attirer, à fidéliser. Une question de remarque, Monsieur le Président. Merci. Une question, n'y a-t-il pas un angle mort dans notre programme numérique national, à savoir la valorisation et l'attractivité des ingénieurs, notamment en numérique, à l'hôpital, sans quoi on n'arrivera pas à avancer. C'est-à-dire on a beau avoir les plus beaux projets du monde en centrale, si sur le terrain on ne sait pas les mettre en œuvre, on va être en difficulté. Très bien. Alors, si vous voulez, je prends ce point. Donc, on est très conscient de ce problème et on est d'ailleurs au sein du ministère, la délégation ministérielle du numérique en santé, on est vos premiers défenseurs et donc on se bat très régulièrement. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à vous apporter pour avoir cette capacité de revaloriser notamment les carrières de ces talents dans l'informatique. Il se trouve qu'un programme comme le Ségur, notamment sur sa partie investissement, ne peut pas apporter une réponse conjoncturelle à un problème qui lui-même ne peut pas se résoudre avec juste 3 ans de durée. Là. Mais donc, on a bien conscience du problème, on travaille dessus. Moi, le message que je voulais faire passer, c'est on est optimiste à la fois sur ce sujet d'attractivité
Et d'une manière générale, sur le développement du numérique en santé, on a une grande tendance en France à beaucoup se bâcher ou se plaindre ou se comparer et à avoir de bonnes raisons finalement de ne pas réussir. Je pense que là, on a aligné énormément d'acteurs et je pense que l'État n'est pas le principal, en fait. Les établissements, les éditeurs, les patients, les professionnels de santé, je pense, sont très alignés derrière cette feuille de route et derrière ces actions. Et je pense que peut-être le dernier alignement qu'il faut qu'on ait tous, c'est de se dire qu'on va y arriver, qu'on en est capable, en fait. On l'a démontré avec les fameux pilotes là, dont on a parlé juste avant. Et donc, il faut qu'on ait confiance, je pense, en nous dans les 2 ans qui arrivent pour y arriver. C'est peut-être le dernier cap à franchir, la dernière marche à franchir. Une question de réaction, ça sera le mot de conclusion peut-être de cette session. Moi, juste une réaction à ce qui vient d'être dit. Le SMPS travaille justement depuis maintenant quelques années sur le sujet justement de l'attractivité des corps d'ingénieurs. Et donc, au même titre que nous sommes tenus à disposition des précédentes équipes du ministère de la Santé pour mettre en avant nos propositions, on se tient à la disposition de vous, Olivier, et de vos équipes si on devait aborder le volet RH dans le cadre du Ségur. Peut-être pour compléter, il y a effectivement cette dimension-là. N'oublions pas la dimension cybersécurité qui effectivement est très importante. Alors je sais que le gouvernement a débloqué pas mal de fonds pour créer des filières et notamment aider au recrutement des talents. Ça serait bien que ce soit aussi aiguillé, pas uniquement vers les administrations, mais vers les établissements de santé aussi. Merci à tous les trois d'avoir accepté de jouer le jeu Merci. du timing. Et merci Olivier pour la connexion. On va passer sur un sujet beaucoup moins numérique, sur lequel on va pouvoir laisser aussi du temps grâce au timing que nous avons pu récupérer. Je vais inviter tout de suite Caroline Chassin, Géraldine Pignot et Françoise Belay à me rejoindre, et Anne Badonnel, pour aborder ce sujet éminemment important, multi-entrée d'ailleurs, on va le voir, parce que l'égalité homme-femme, la relation homme-femme, allez-y, asseyez-vous, dans l'ordre que vous voulez, par ordre alphabétique si vous le voulez. Vous allez rester debout. Allez, restez avec moi là 2 secondes pendant que je fais juste un lancement. Donc un sujet multi-entrée, on va parler d'égalité salariale, on va parler de carrière, mais on va aussi parler de violences sexistes et avec vous. Pour commencer justement cette session, Caroline Chassin, vous êtes directrice du centre hospitalier de Dradignan et vous allez nous présenter une enquête qui a été faite justement sur ces violences sexistes. Je ne sais pas si vous voulez rester assis, debout, au micro, comme vous voulez. Oui, j'aime bien présenter debout. Très bien. Vous avez la zapette sur la petite table. Merci. Alors effectivement, c'est un beau sujet que celui des violences sexistes et sexuelles chez les managers de santé. Alors je vous avoue que quand on a décidé de traiter ce sujet et de lancer une enquête, on s'est dit on y va, on se lance. C'est arrivé parce que nous avons été sollicités par une jeune collègue qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais que je salue parce que je sais qu'elle nous regarde en visio, et qui a traité à l'école de son mémoire sur ce sujet, et qui nous a contactés parce qu'elle sait que le SMPS s'est engagé dans un programme ambitieux sur l'égalité professionnelle. Et en échangeant avec elle, on s'est dit mais pourquoi pas objectiver la situation ? Parce que parler des violences sexistes et sexuelles chez les managers de santé, ça n'avait pas été fait. Et que pour autant, depuis le mouvement MeToo, on a vu quand même beaucoup d'enquêtes être réalisées. Les médecins, les jeunes médecins ont eu le courage de mener ces enquêtes. Et on s'aperçoit que ça concerne tous les milieux professionnels et toutes les catégories professionnelles. Donc on s'est dit, allons-y, lançons-nous, réalisons cette enquête, et puis on verra bien ce qui sortira de cette étude. Alors on a posé une question simple. Au cours de votre vie professionnelle, vous est-il déjà arrivé sur votre lieu de travail de faire l'objet? Et on a classé 11 types d'actions, du sexisme ordinaire jusqu'à l'agression sexuelle. Alors je vais vous restituer les résultats. À chaque fois, on a mis des questions fermées pour pouvoir obtenir un chiffre, et on a aussi
mis la possibilité d'écrire un témoignage de façon à ce qu'on puisse, derrière les chiffres, savoir de quoi il s'agissait. Alors, première question. Au cours de votre vie professionnelle, vous est-il déjà arrivé sur votre lieu de travail de faire l'objet de remarques gênantes sur votre tenue ou votre physique ? 62,9% des répondants ont déjà vécu cette situation. Plus de la moitié à plusieurs reprises. Et 83% des répondants sont des femmes. Alors, dans les témoignages, je ne sais pas si vous arrivez à lire parce que c'est un peu petit, on a un supérieur hiérarchique direct homme m'a déjà dit « Il ne faudrait pas que ta façon de t'habiller excite les collègues chefs d'établissement en comité stratégique. » Un de mes anciens chefs m'a dit un jour que je devrais plus souvent porter du vert car c'était une couleur qui m'allait vraiment, sur un ton libidineux, alors qu'il s'était permis de s'enfermer avec moi dans son bureau qui était jusque-là ouvert. Un chef de pôle s'est permis de me dire que je devais cesser de mettre mon imperméable rouge car ça avait excité les hommes de l'Assemblée quand j'étais entrée dans la salle. Donc là, nous sommes sur les remarques gênantes sur la tenue ou le physique. Deuxième question. Alors, on l'a fait crescendo. Hein. On a mis l'ordre des questions. Alors, avez-vous déjà fait l'objet de sifflements, de gestes ou de commentaires grossiers ou encore de regards concupiscents ? 44,5% des répondants ont déjà vécu cette situation. Un peu moins de 35% l'ont déjà vécu plusieurs fois. Et 96% des répondants sont des femmes. Donc je ne compte plus les regards concupiscents traduisant des intentions sexuelles claires qui incitent à se mettre en retrait, voire à quitter la pièce. Une DRH qui témoigne aussi de pressions qui lui sont faites lors de réunions avec des bruits particuliers de succion caractéristiques, des gloussements, et puis des soufflements dans la nuque et des regards insistants. Nous arrivons sur les blagues ou propos à connotation sexiste ou sexuelle. Donc là, on est à 64,2% des répondants qui ont déjà vécu cette situation. 56% l'ont vécu plusieurs fois et 87,4% des répondants sont des femmes. Alors là, je n'avais pas assez de place dans le verbatim pour mettre tous les témoignages. Mais on parle beaucoup de misogynie quotidienne, de blagues qui sont formulées sous prétexte d'un humour qui n'en est pas et qui met mal à l'aise, des différences de perception entre la personne qui prononce les propos puis celle qui les reçoit. Voilà, j'ai bossé au CHU, au service travaux, avec un ingénieur qui disait que les bonnes femmes n'avaient rien à faire dans ce genre de service, ce qui a décomplexé le sexisme des techniciens de l'équipe. Toutes les femmes ont démissionné et puis la médecine du travail n'a rien fait, la DRH n'a rien fait. On a aussi dans ce genre de situation pas mal de témoignages d'appels à l'aide sans forcément résultat. Vous est-il déjà arrivé de faire l'objet d'invitations compromettantes ou de cadeaux gênants ? Là, on a un pourcentage de répondants un peu plus faible. On est quand même à un tiers des répondants qui disent qu'ils ont déjà vécu cette situation. Parmi eux, 17% l'ont vécu plusieurs fois. Et toujours pareil, près de 87% des répondants sont des femmes. Alors on a un témoignage d'une invitation plus que compromettante, puisque lors d'une instance, je suis sortie pour aller dans les toilettes, et un élu est venu dans les toilettes, m'a coincé contre le lavabo, et m'a demandé de l'embrasser. C'était la même personne qui m'avait invitée à dîner. Avez-vous déjà reçu des textes, photos ou vidéos à caractère sexuel ?
Là, on est sur 9% des répondants qui ont déjà vécu cette situation, 4% qui l'ont vécu plusieurs fois et 84% des répondantes qui sont des femmes. Alors, je n'ai pas de verbatim, pas de vidéo, pas de cadeau compromettant à vous montrer. Donc, je passe à la question d'après. Avez-vous déjà fait l'objet de remarques sur votre vie privée qui vous ont mis mal à l'aise sur votre lieu de travail ou via un message privé concernant votre vie sexuelle, vos partenaires, l'orientation sexuelle, etc. Donc là, on est à 28% de répondants qui ont déjà vécu cette situation, 17,3% qui l'ont vécu plusieurs fois et 79% des répondants qui sont des femmes. Donc on a des remarques sur l'orientation sexuelle, des blagues dans les couloirs sur l'homosexualité, des blagues sexistes lors de réunions, avec des commentaires sur les tenues, des remarques du type « celle-là, elle est mal baisée, je te déconseille de devenir comme elle ». Faudrait pas que tu te fasses une réputation de fille promotion canapé, ça va vite ce genre de choses. Ou un médecin qui demande devant d'autres médecins quand je viendrai lui prodiguer des massages, alors que la personne dirige un établissement SSR. Avez-vous déjà fait l'objet de pression afin d'obtenir de votre part un acte de nature sexuelle ? 10%, plus de 10%, près de 11% des répondants ont déjà vécu cette situation. 2,6% l'ont vécu plusieurs fois. 100% des concernés sont des femmes. Les témoignages qui sont retranscrits dans l'enquête: pression, propos et gestes déplacés subis pendant des semaines, signalés à chacun de nos supérieurs hiérarchiques respectifs, situation de prise à la légère jusqu'à ce que je menace de porter plainte auprès de la justice. Pression de la part d'un PUPH, d'un autre service. Un médecin du travail, de par sa fonction, a fait pression pour me faire un examen gynécologique pour constater ma grossesse. Je m'y suis vivement opposée, lui rappelant ses fonctions. Il s'est fâché et était en colère. Se voir imposer des gestes non désirés. Toucher les cheveux, massage des épaules, etc. 29% des répondants ont déjà vécu cette situation. 14,4% l'ont vécu plusieurs fois. 93,7% des répondants sont des femmes. Alors, en témoignage, on a très régulièrement, le président de CME faisait des remarques sur la façon dont j'étais habillée, me massait les épaules ou me serrait dans ses bras, me faisait en privé, le faisait en privé, le plus souvent en public. C'était mon premier poste. Un collègue homme continuait à me toucher les épaules et le dos chaque matin pour me dire bonjour, alors que je lui avais signifié à 2 reprises que cela me gênait énormément et que je souhaitais que ça ne se reproduise pas. Un supérieur homme, j'étais élève directrice, m'a déjà fait du pied sous la table. Avez-vous déjà fait l'objet d'une situation durant laquelle on vous a embrassé ou tenté de le faire sans votre consentement ? On a déjà parlé de la situation de l'élu. Alors, mon hiérarchique avait l'habitude de me demander de passer en fin de journée, après 18 heures, dans son bureau pour échanger sur ses dossiers. Il attendait à plusieurs reprises de m'embrasser. Il me demandait de l'aider sur son ordinateur en restant assis sur la chaise de bureau sans s'éloigner. À ces occasions, il frôlait mes fesses. Le médecin à qui je faisais la bise m'a également mis la main sur le haut des fesses en pleine rue hospitalière. Cette situation, pendant laquelle on a tenté d'embrasser sans le consentement, elle concerne 14% des répondants. Près de 3% l'ont vécu plusieurs fois. 94,7% des répondants concernés sont des femmes. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes. C'est la fin. C'est la fin, super.
Se voir imposer des contacts sur une zone génitale ou érogène, 8,5% des répondantes ont déjà vécu cette situation, 3% plusieurs fois, 100% sont des femmes. On a parlé du médecin du travail, mais voilà, en qualité de soignante, il n'a pas été rare non plus d'avoir des caresses, de la taille et des fesses de la part de patients lors de retournements ou de changes. Et dernière situation, avez-vous fait l'objet d'un rapport sexuel, fellation, pénétration par n'importe quel moyen pour lequel vous n'aviez pas donné votre accord? Et dans l'enquête, nous avons eu un viol qui a été signalé par un des répondants. L'auteur était un supérieur hiérarchique de profession médicale. La victime indique ne pas l'avoir signalé. Alors, quand on regarde crescendo, on a dans l'analyse des risques fréquence-gravité. Quand on est en bas du tableau, on est sur le sexisme ordinaire et on s'aperçoit que c'est quand même un phénomène assez fréquent. Et fort heureusement, il diminue avec la gravité des actes concernés. Et quand on demande, est-ce que vous avez été témoin, non pas victime, mais témoin de cette situation, ça corrobore en proportion les résultats qui ont été observés par les déclarants. Et on a 2 répondants qui connaissent des managers de santé qui ont été violés dans le cadre de leur exercice professionnel. Les victimes étaient des femmes et leurs agresseurs étaient des collègues de même niveau hiérarchique. Alors les actions prioritaires à mener, et c'est ce sur quoi nous travaillerons dans ces prochains mois avec notre syndicat, du point de vue des répondants, on retrouve en majorité et en priorité 82%, l'hôpital doit avoir une position institutionnelle forte. Pour 68%, des sanctions doivent être prises et proportionnées à la gravité des agissements. Pour 53%, des formations et de la sensibilisation devraient être mises en place. Pour près de 52%, un protocole de signalement et de prise en charge des victimes doit être élaboré. Et pour 51%, une politique d'établissement active sur la thématique de l'égalité homme-femme doit être mise en place dans les établissements. Ceci montre le rôle majeur que nous exerçons en tant que manager de santé sur cette thématique. J'avoue que pour ma part, je pense que j'ai été surprise par les résultats, alors que je travaille depuis un certain nombre d'années sur ce sujet, et que nous ne devons pas mettre ça sous le tapis. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que je peux vous demander d'aller sur le côté, comme ça je peux... Merci. C'est vrai que ces chiffres sont impressionnants. Comme on l'a dit, l'égalité aux femmes, on va avoir plusieurs entrées. Mais avant de passer à la suite, alors, normalement, Luc Durand, le seul homme de la session, il a peut-être eu peur d'être confronté à ces chiffres, je ne sais pas, j'ironise. Il a été retenu pour des raisons personnelles. Il était censé réagir, mais aussi nous parler un peu de la question de l'emploi, de la discrimination à l'emploi, au salaire. On va en parler avec vous. Mais avant d'aborder ce sujet-là, peut-être que vous trois voulez réagir à cette enquête, à ces chiffres, et aussi par rapport à vos différentes positions. La première qui veut prendre le micro, et après on déroulera les autres sujets, les autres abords de l'égalité. Allez, je me lance. Donc, je suis Géraldine Pignot, je suis urologue, mais je suis également la présidente de l'association Donner des ailes à la santé. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Bravo pour cette enquête, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, mais la première étape, c'est déjà de mettre des chiffres et de bien nommer les choses, parce qu'on ne se rend pas compte, quand on est dans le milieu, de ce qui se passe autour de nous. Et pour avoir fait la même enquête chez les médecins, je vous en parlerai tout à l'heure, on a aussi été très surpris des chiffres qu'on a vus arriver. Et donc je pense que mettre des chiffres, faire un état des lieux, c'est la première des étapes à mettre en place dans un établissement. Et ensuite, à partir de là, on peut se dire, ah oui, on constate le problème et on met des actions concrètes en face. Mais c'est très bien, effectivement, de le mettre en lumière comme ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est souvent un peu tu. Et la libération de la parole par différents mouvements sociétaux a créé aussi une libération de l'écoute. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus à s'intéresser à ce type de problème et à se dire que ça doit être des stratégies qui doivent faire partie des plans d'action
parce qu'en termes de bien-être à l'hôpital, c'est des choses qui sont majeures. Et à Marseille, dans votre établissement, vous avez fait une évaluation sur ces violences? Alors, pas au sein de mon hôpital. On a fait une étude dans le cadre de l'association Donner des ailes à la santé de manière un petit peu large avec l'Institut de sondage Ipsos. Donc, on l'a fait auprès de 500 médecins un peu partout en France. Ce ne sont que des médecins hospitaliers. Il y avait 270 hommes et 230 femmes, donc une bonne répartition. Et on a des chiffres, il y avait quelques diapos, je ne sais pas si vous voulez qu'on les passe à ce moment-là, mais des chiffres qui étaient effectivement très, très alarmants concernant les médecins à l'hôpital, avec une vraie omerta. On n'en parle pas. Le gros bouton vert pour avancer. On n'en parle pas assez, mais voilà globalement ce que le sondage Ipsos a mis en évidence. Les deux pans du sondage Ipsos, c'était d'une part sur les discriminations à l'hôpital, et c'était quelque chose qui nous intéressait tout particulièrement parce qu'on s'est rendu compte que s'il y a 52% de femmes médecins à l'hôpital, il n'y a que 20% de PUPH, il n'y a que 14% de présidentes de CME et encore moins de doyens. Donc on s'est dit, comment ça se fait qu'on ait cette disparité et est-ce qu'on a des situations de discrimination qui peuvent être mises en évidence? Donc ça, c'était le premier point. Et on s'est rendu compte que 93% des médecins hospitaliers avaient déjà constaté une situation discriminante à l'égard des femmes dans le milieu hospitalier. Constat qui était partagé par les hommes et par les femmes. Vous voyez le chiffre, c'est 97% des femmes médecins et 89% des hommes médecins qui ont répondu ça. Et quand on interroge un petit peu plus en détail, on se rend compte que ce qui ressort le plus, c'est que les femmes ont l'impression, à 66%, que les hommes sont davantage sollicités dans des activités de représentation, qu'à travail égal, les hommes sont plus valorisés que les femmes, à 61%, et parfois même qu'on leur dit qu'elles ont moins de capacités que les hommes, à 33%. Deuxième pan du sondage, qui rejoint un petit peu ce que vous avez fait, c'était sur les comportements sexistes et de harcèlement à l'hôpital. Et là, c'est vrai qu'on a été excessivement surpris, parce que 82% des femmes médecins ont déclaré avoir déjà été victimes de comportements sexistes ou harcèlement. Je ne vous montre pas le détail, mais effectivement, il y a du sexisme banal que certaines ne savent même pas être étiquetées comme comportement sexiste. Et puis, il y a des choses beaucoup plus graves, effectivement. Et quand on interroge les hommes, on se rend compte que 74% des hommes interrogés avaient déjà été témoins de comportements sexistes à l'égard de leurs collègues féminines. Donc, c'est quelque chose qui est constaté aussi bien par les hommes que par les femmes. Et je pense qu'on est au-delà aujourd'hui de la simple sensibilisation. Tout le monde s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème. Mais voilà, on manque un petit peu d'action concrète. Alors là, vous voyez par exemple sur les comportements sexistes, on a fait une petite étoile de Kvyat pour vous montrer où est-ce que ça tirait le plus. C'est effectivement surtout des propos sur l'apparence. Ça peut être des envois de SMS connotés sexuellement, ça peut être des pressions pour des faveurs sexuelles. Et vous voyez que c'est globalement assez corrélé entre les hommes et les femmes, donc tout le monde a le même ressenti, même si c'est effectivement plus marqué chez les femmes. Et puis quand on les interroge sur les mesures existantes au sein de leur hôpital, vous voyez que 6% des médecins ont connaissance de mesures qui ont attrait à l'égalité femmes-hommes à l'hôpital. C'est très peu, c'est 3% pour les femmes, 9% pour les hommes. Et quand on les interroge sur ce qu'ils pensent être important en termes de mesures à mettre en place, ce qui ressort, vous voyez, de façon essentielle, donc c'est le bleu foncé, c'est vraiment le problème des congés maternité, des remplacements de médecins au moment des congés maternité, la mise en place de structures d'accueil pour les enfants, donc tout ce qui a trait à la maternité, mais pas seulement. Vous voyez le déploiement d'une politique engagée, des engagements de la part de la direction en termes de tolérance zéro pour les comportements sexistes notamment, des politiques transparentes dans les carrières pour savoir effectivement pourquoi telle ou telle personne accède à un poste et pas une autre. Et puis également d'autres choses sur les congés paternité qui ressortent également, des commissions égalité au sein des différentes instances et des hôpitaux, des comités axés sur les carrières, et pour une minorité, mais ça ressort plus que pour les femmes que pour les hommes, vous le voyez, des quotas sur les postes à responsabilité. Alors on a refait la même enquête en 2021. On s'est dit on va changer un petit peu les questions, la crise Covid est passée, est-ce que les choses sont les mêmes? Et on s'est rendu compte qu'en 2021, la crise sanitaire a un petit peu acutisé les choses, on l'a vu de manière sociétale, c'est le cas également à l'hôpital. Le personnel hospitalier a globalement beaucoup souffert. Vous voyez que 67% des médecins interrogés, hommes et femmes, déclaraient qu'ils avaient envie de tout lâcher. Les hommes, à 51%, ne souhaitaient pas prendre plus de responsabilités au sein de leur structure hospitalière.
Et quand on regarde les femmes, vous voyez qu'elles étaient 73% à avoir eu le sentiment de tout faire à la maison et 82% qui ont l'impression d'avoir été dépassées et de ne pas pouvoir tout mener de front. Et quand on les interroge là encore sur les attentes pour l'avenir, vous voyez que ce qui ressort vraiment de façon importante, c'est mettre fin au comportement de discrimination et au comportement de harcèlement ou sexiste à l'égard des femmes, et puis d'assurer une réelle parité entre les femmes et les hommes sur les postes à responsabilité. Et vous voyez que les femmes et les hommes sont également convaincus, puisque 2/3 des hommes déclarent être en faveur de l'instauration de politiques égalitaires hommes-femmes au sein de leur établissement. Donc là, effectivement, c'est un peu le rationnel de l'association qu'on a créée suite à ce sondage, en se disant qu'il y a quand même vraiment un problème. Il faut qu'on aille au-delà simplement de la sensibilisation et proposer des actions un peu plus concrètes. Et l'association Donner des ailes à la santé est née de là. Hein. C'est une association loi 1901 qui s'engage auprès des acteurs de la santé pour progresser et vous aider à progresser au sein des établissements dans l'égalité hommes-femmes, avec différentes actions qui ont déjà été menées. Je vous montre simplement comment est composée l'association. Il y a des médecins, mais pas que. Il y a des directeurs d'hôpitaux également qui sont avec nous. Il y a des femmes et des hommes, tous engagés dans le domaine de la santé. Et puis on a également des parrains et des marraines qui font partie du comité de pilotage, qui pour certains sont des industriels ou des institutionnels. Et puis la démarche est soutenue par plusieurs partenaires institutionnels. Bon, moi je travaille en centre anti-cancer, donc Unicancer soutient notamment, mais pas que. Hein, vous voyez que de nombreux partenaires sont engagés avec nous. Alors les actions prioritaires en 2021, je vais surtout me concentrer sur le carré central, c'est la démarche égalité dans les établissements, parce que c'est un petit peu ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est de se dire qu'au-delà de la sensibilisation, on essaye de mettre en place des actions concrètes. Et l'idée, c'est de lancer une démarche égalité dans les établissements qui sont volontaires et qui souhaitent s'engager dans cette action-là. Alors, on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait dans d'autres centres, et on a au sein de notre comité de pilotage Philippe Bagnols, qui est directeur du CH de Béziers, qui est épaulé par Sophie Barré, et qui, tous les deux, ont l'expérience de la mise en place de ce type de démarche. Ils sont allés jusqu'au label égalité, et donc, effectivement, qui nous aident beaucoup pour essayer de mettre en place cette démarche dans les autres établissements. Alors l'idée, c'est de proposer d'accompagner les établissements qui souhaitent mettre en œuvre une telle démarche, avec un modèle de charte, avec des modèles d'action, des indicateurs de suivi qui peuvent être évalués. On l'a dit, c'est important de bien chiffrer les choses, donc de le chiffrer au départ, et puis de voir comment les choses évoluent au fil des années. Et puis en diffusant largement la démarche, parce que, on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire remonter un problème. Et donc diffuser le fait qu'un établissement est engagé dans une telle démarche, c'est déjà en soi une forme de sensibilisation. Alors, on a signé un partenariat avec la conférence des DG de CHU, et on a également rencontré la conférence des doyens, qui est très concernée puisqu'il y a eu une enquête parmi les internes qui a fait remonter également des comportements de harcèlement sexuel relativement importants. Donc, effectivement, les instances se sentent impliquées et ont envie de nous accompagner dans cette démarche. Et puis, à l'échelon plus individuel, l'idée, c'est pour un établissement donné de signer cette charte. Alors, c'est une charte qui est un petit peu large. Hein. L'idée, c'est effectivement de proposer un plan d'action, de vous aider et de vous accompagner dans la mise en place de ces actions, sans être trop restrictif. Et la première étape, on l'a dit, c'est des indicateurs de suivi au cours du temps. Alors, ça peut être des indicateurs sur la démarche, le budget qu'on a affecté à une démarche égalité, les actions mises en place, le nombre de personnes formées dans l'établissement sur les questions d'égalité, le nombre de communications internes dans l'établissement sur ce sujet de l'égalité homme-femme. Des indicateurs vraiment sur le vécu, c'est exactement ce qui a été fait pour les enquêtes managers, c'est de faire la même chose au sein de votre établissement, que ce soit auprès des médecins, des managers, des administratifs, de savoir effectivement quelles sont les personnes qui ont été victimes de comportements sexistes ou de discrimination. Et puis, on peut même aller plus loin sur les écarts de rémunération, parce qu'on a l'impression qu'en médecine, on est sur des grilles salariales. En fait, ce n'est pas si simple que ça, en fonction des mi-temps, en fonction des gardes effectuées. Donc, ça varie un petit peu. Le pourcentage de femmes au sein des instances, parmi les chefs de service, parmi les chefs de pôle, parmi les PUPH. Et donc, effectivement, l'association est là pour essayer de vous accompagner pour les établissements qui souhaitent s'engager avec des clés. On sait ce qui marche bien. Ce qui marche bien, c'est d'emmener tout le monde. D'emmener le directeur, mais aussi le doyen, le président de CME, et que tout le monde se lance dans cette démarche de manière un petit peu collective pour que tout le monde aille dans le même sens. Voilà, c'est ce qui a été fait alors, dans plusieurs établissements et on est en cours de signature pour d'autres. Metz-Thionville, notamment, a signé parmi les premiers. On est en train de signer avec Tours. On a Grenoble, Nancy, La Réunion, Montpellier qui sont également engagés. Et si vous souhaitez participer à la dynamique, eh bien sûr, on est là pour vous accompagner. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous avez ici nos contacts. Moi, je suis la présidente, mais derrière, il y a toute une aide
administratives qui travaillent avec nous. Vous avez un site internet, donnerdesailesalasanté.org, et puis on est aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. On va laisser cette slide de quelques instants pour que les gens prennent des photos éventuellement pour le contacter et qu'il y ait de plus en plus de conventions avec l'association. Merci. Je vais vous donner la parole maintenant, Françoise Bellet. Je sais que vous devez nous quitter à 16h. Donc, au cours des discussions, nous vous laisserons vous éclipser tranquillement si nous n'avons pas encore fini. Vous êtes délégué national à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'Association des administrateurs territoriaux de France. Vous allez nous expliquer un peu quel est votre rôle et peut-être déjà une réaction sur les premières interventions. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et déjà, je voudrais vous remercier pour votre invitation et féliciter les collègues du secteur hospitalier pour cette enquête. C'est vraiment toujours très important d'avoir des chiffres et d'avoir des données sur nos secteurs. Alors, deux petites remarques avant de raconter quel est mon rôle. Ce midi, lors du déjeuner, j'ai parlé avec une participante qui m'a dit qu'une des raisons pour lesquelles elle était là aujourd'hui, c'est qu'il y avait cette table ronde sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc je crois que c'est vraiment très important d'aborder ce sujet. Il ne faut pas oublier que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la grande cause du quinquennat. Certes, ce quinquennat s'achève, mais il est très important que ce soit un sujet transversal. Deuxième remarque, la table ronde précédente sur le numérique, il n'y avait que des messieurs. Table ronde sur la question des femmes, nous ne sommes qu'entre dames. Alors, encore une fois, il devait y en avoir un qui a annulé pour raison personnelle au dernier moment. Alors ça, c'est toujours comme ça. Alors, je n'ai pas eu d'échange avec lui quand il a annulé, donc je ne sais pas, on ne va pas c'est toujours comme ça. Mais juste ma remarque, elle est qu'il faut absolument que nos préoccupations se rencontrent. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que les femmes qui défendent les questions des femmes. Aujourd'hui, il est vraiment important que tout le monde, les hommes, les femmes, et notamment tous les gens qui ont des postes de décision ou de pouvoir, agissent ensemble. On ne peut pas juste laisser une chargée de mission sur les questions d'égalité femmes-hommes essayer de changer les choses. Donc ça me semble extrêmement important, agir ensemble, agir avec les femmes et les hommes. Vous avez donné quelques chiffres sur le partage des tâches. Il est absolument essentiel aujourd'hui de réfléchir aux questions de nouvelle parentalité. Il y a un certain nombre d'hommes qui sont contents de rester à la maison. Il faut aussi leur donner cette possibilité. On ne peut pas mener de politique efficace en faveur de l'égalité professionnelle si on reste dans les schémas traditionnels de répartition des rôles et aussi de la gestion des temps. Donc, ceci étant dit en introduction, donc moi, merci de l'invitation. Donc, je représente les hauts fonctionnaires territoriaux. Ce sont des gens qui sont dans les postes de direction, dans les régions, les départements, les municipalités, les comités de communes, voilà, donc sur les territoires. Donc l'association à laquelle j'appartiens, la ATF, va tenir très prochainement son congrès. Et d'ailleurs, 2 ministres femmes y seront, Amélie de Montchalin pour la fonction publique et Elisabeth Moreno pour la question des droits des femmes et aussi de la diversité. Donc ça, c'est le 29 et le 30 septembre. Si vous souhaitez y participer, vous êtes bien sûr le bienvenu. Donc, quel est notre sujet pour nous dans la fonction publique territoriale ? Nous aussi, on a des problèmes de statistiques et de chiffres. Comme vous le savez, dans la fonction publique hospitalière, territoriale ou de l'État, il y a une loi qui s'appelle la loi Sauvadet, qui a été adoptée en 2012, me semble-t-il, qui dit qu'il faut instaurer des quotas. Parce que, alors c'est un mot qui est encore un peu tabou, mais s'il n'y a pas de quotas, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Donc, ça va faire bientôt 10 ans que cette loi a été adoptée. En parallèle d'une autre loi, la loi Copé-Zimmermann, dont vous avez sans doute entendu parler, qui concerne le secteur privé, qui a donné de très bons résultats et qui a fêté ses 10 ans cette année. Donc, dans le public, on a la loi Sauvadet. Eh bien, alors, félicitations à nos collègues de la fonction publique hospitalière, car ce sont les seuls qui ont dépassé les objectifs de 40% de ce qu'on appelle les primo-nominations. Là, on peut parler technique, dans les dispositifs de nomination équilibrée. La fonction publique d'État dans les ministères et nous dans la territoriale, eh bien, on a un petit peu à la peine. Hein. Alors, on a des chiffres de 2018. Alors, nos amis des ministères, ils donnent toujours des chiffres un peu anciens.
Mais voilà, donc on a un problème, on a les chiffres de 2018 et la fonction publique d'État, ils sont à 37%, ça progresse, mais dans la territoriale, on est plutôt en retard, on est à 33% par rapport à l'objectif de 40%. Donc ceci, juste pour vous donner une idée de la difficulté pour les femmes qui ont les mêmes diplômes, qui ont passé les mêmes concours, que ce soit l'ENA pour l'État ou l'INET pour la fonction publique territoriale, eh bien, ces femmes, tout aussi brillantes que les hommes, il y a le plafond de verre, elles n'arrivent pas à accéder au poste de responsabilité. Donc on a un vrai souci avec cette loi Sauvadet et on essaye de travailler là-dessus. Donc en ce moment, notre association, on n'agit pas tout seul, on agit en réseau avec, justement avec nos collègues de l'État et j'espère avec nos collègues de la fonction publique hospitalière. On s'est regroupé dans une association qui s'appelle 2GAP, qui veut dire en termes anglo-saxons Gender and Governance Action Platform. Et pour parler plus simplement, c'est l'accès des femmes à la gouvernance. Parce que qui décide, qui est au pouvoir, là aussi dans la conversation informelle que j'avais ce midi, j'avais constaté, dans la responsabilité intermédiaire, on trouve des femmes pour être chef de service, il n'y a pas de problème, des adjointes, voilà, tout ce qui est opérationnel, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'être dans les postes de décision, c'est là où le bas blesse. Donc on a, avec une quarantaine d'autres réseaux féminins du privé et du public, créé une association pour travailler sur les questions de gouvernance et d'accès au pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis vous abordiez la question des plans d'action. Donc là aussi, on se disait ça ce midi de façon informelle. La loi, c'est utile quand même, on a besoin de la loi. Je crois qu'on marche sur deux pieds, la question de la loi et la question de la culture. Les deux vont ensemble. Et la loi, donc j'ai parlé de la loi Sauvadet, il y a la loi du SOPT de 2019 sur la transformation de la fonction publique et qui dit que toutes les structures de l'administration doivent se doter d'un plan d'action obligatoire chaque année. Bon, il y a eu l'épidémie, tout ça, ça a un petit peu peiné à se mettre en place. Mais dans ces plans d'action obligatoires, il y a les écarts de rémunération, les écarts de promotion, et aussi la question du sexisme et de la parentalité et de la conciliation vie quotidienne vie professionnelle. Donc ces plans d'action, même s'ils ne sont pas miraculeux, si c'est une obligation, il ne faut pas que ce soit juste du travail en plus, mais ça peut quand même donner des résultats intéressants. Et donc ça, c'est dans le cadre de la loi. Alors dans le cadre de la loi, en ce moment, il y a aussi un projet qui est la proposition de loi de Marie-Pierre Rixain, qui est députée à l'Assemblée nationale. Et Marie-Pierre Rixain a déposé une proposition de loi qui a été adoptée déjà à l'Assemblée nationale, sur l'émancipation économique des femmes. Et on l'a rencontré avec 2GAP, avec les réseaux féminins de l'administration et du privé. Et Marie-Pierre Rixain dit cette loi, elle est pour toutes les femmes. Et je dirais que moi, en tant que territoriale, il semble très important aussi qu'il y ait une exemplarité de l'administration et quand il y a des femmes à des postes de pouvoir, et les hommes aussi bien sûr, on soit exemplaire, qu'on soit une sorte de miroir de la société. Dans la société, il y a moitié hommes, moitié femmes. Et donc, il est important aussi qu'au poste de responsabilité, il y ait une forme d'exemplarité de miroir de la société. Et il semblerait, donc, dans le cadre de la proposition de loi Marie-Pierre Rixain, le secteur public était un peu oublié, donc on en a beaucoup râlé. Et il semblerait que la question de l'index, vous avez entendu parler de l'index qui a été mis en place par la ministre Pénicaud, dans le cadre de son ministère lorsqu'elle était ministre du Travail, qui permet de publier notamment les 10 plus hautes rémunérations d'une entreprise et de façon sexuée, et de façon aussi à ce qui est moitié-moitié. Donc ça, c'est très important. Mais nous, dans le public, on disait, bah, tiens, c'est pas utile. On avait des circulaires extrêmement compliqués, absolument impossibles à mettre en place. Et là, on a demandé à Amélie de Montchalin que cet index, la transposition de l'index Pénicaud dans le public soit effective. Donc ça bouge, on espère qu'à notre congrès, on aura des annonces dans ce domaine. Mais en tout cas, c'est très important, je reviens encore à cette idée de mesurer, d'avoir des chiffres, de ne pas être en terre inconnue et de ne pas être juste dans le préjugé ou le cliché lorsqu'on parle de la question des femmes. Peut-être c'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant, éventuellement, sauf si vous avez autre chose à dire. Et on pourra continuer la discussion après l'intervention d'Anne Badonnel. Vous êtes à l'Association des femmes de l'intérieur. Donc on s'éloigne un petit peu du monde hospitalier, mais en restant sur le même sujet. Ça peut nous permettre de comparer un peu les... Pas tellement, Pas tellement. Mais on reste sur les mêmes sujets, mais avec un public un tout petit peu différent. C'est une association, c'est bien pas directement, c'est des femmes du ministère, c'est ça ? Alors, si vous pouvez peut-être juste projeter juste la slide avec les, vous avez la zapette là-bas. Chiffres. Je vais vous épargner le reste, mais...
la grosse fête. Voilà, donc moi je représente effectivement le ministère de l'Intérieur cet après-midi, donc la fonction publique d'État, le ministère régalien qui est le ministère de l'Intérieur, mais en tant que membre de l'association Femmes de l'Intérieur, qui a été créée en 2013 dans la même mouvance que ce qu'a expliqué Mme Bellet tout à l'heure. Je ne suis pas complètement en terrain inconnu, puisque j'ai rejoint la fonction publique d'État il y a maintenant plus de 10 ans, mais je suis une ancienne directrice d'hôpital. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans des CHU. Donc je suis ravie d'être là cet après-midi, parce que ça me permet justement... Et après avoir travaillé 10 ans pour la santé et 11 ans pour le ministère de l'Intérieur, quelque part à retrouver mes premières amours professionnelles, auxquelles je suis très attachée, et je reste très attachée. Donc aujourd'hui, je sers le ministère de l'Intérieur, comme on dit au sein du ministère. Je travaille à l'inspection générale de l'administration, qui est l'équivalent de l'IGAS pour les ministères dits sociaux. Et quand j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère très masculin, contrairement au ministère d'où je viens à l'origine, je vous ai remis les chiffres, on est à peu près 30% d'hommes au sein du ministère de femmes, pardon, au ministère de l'Intérieur, donc 70% d'hommes, proportion complètement inversée par rapport au ministère de la Santé. Donc je suis arrivée dans un monde plutôt masculin, avec effectivement des réflexions sexistes, des propos qui me choquaient beaucoup en venant du ministère de la Santé. Alors, tout ce que vous avez décrit est assez effrayant. Enfin, ça me ramène il y a 10 ans où je n'ai pas forcément connu tout cela, il y a 20 ans même. J'en ai entendu parler, mais voilà, ces chiffres sont quand même assez effrayants. Et avec mon regard du ministère de l'Intérieur, je me dis qu'il y a aussi l'aspect pénal, enfin, tout ce qui est, voilà, pas que les sanctions administratives, mais il y a tout le côté judiciaire à mettre en œuvre quand il y a des choses que vous évoquez dans votre enquête, et c'est assez effrayant. Donc j'ai trouvé un ministère masculin avec ces propos qui étaient finalement très culturels. Ce n'était pas forcément volontaire dans le monde de la police que j'ai servi ou dans le monde de la gendarmerie. C'était dans la culture d'utiliser un certain nombre de termes très choquants aujourd'hui, mais qui il y a 10 ans choquaient personne, et il y a 30 ans non plus. Donc le ministère que je sers, il a vraiment évolué, puisqu'il a mis en place des plans d'action depuis plusieurs années. La ministre Schiappa a réactualisé le plan d'action en 2021 au moment du 8 mars. Donc on a relancé encore un plan d'action au niveau ministériel. Donc nous, on s'inscrit bien sûr, moi en tant que haute fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, dans ce plan d'action que l'on décline. Et puis à titre associatif, à titre militant cette fois-ci, on essaye aussi de mettre en œuvre des actions pour compléter ce que fait le ministère, et aussi pour être à l'écoute de ces femmes, et parfois aussi il peut y avoir des hommes, mais en tout cas de ces femmes qui n'osent pas parler à l'institution ministère de l'Intérieur pour plein de raisons, puisqu'elles sont en même temps un peu jugées parties quand elles sont policières ou gendarmes, donc qui ont tendance à se tourner vers nous, associations, puisqu'on n'a pas, voilà, on est neutre, on transcende toutes les chapelles du ministère de l'Intérieur, donc le corps préfectoral encore aujourd'hui, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, ou encore les corps d'inspection que je représente. Donc on a cette écoute. Et c'est vrai que la parole s'est libérée ces dernières années. Je l'ai constaté depuis que je travaille au ministère de l'Intérieur. Et nous, on essaye justement d'aider ces femmes à les orienter quand on a des accusations et des faits qui sont avancés tels que ceux que vous avez décrits. Donc on essaye de faire ce qu'on peut d'un point de vue individuel et aussi d'un point de vue institutionnel avec le soutien du ministère. Je suis le seul homme sur l'estrade. J'ai vu tout à l'heure quand même des chiffres pour donner un petit côté encourageant que les hommes constatés, les hommes le déclaraient. Est-ce que vous sentez des signes encourageants de ce côté-là sur la prise de conscience des hommes, à défaut des agresseurs eux-mêmes, ou en tout cas des autres, sur l'accompagnement, dénoncer, participer les unes les autres? Alors c'est vrai que quand on interroge les hommes, ils ont tous constaté des situations de discrimination. Maintenant, c'est plus difficile, et c'est bien, on le comprend bien, hein, quand on n'est pas directement concerné par l'injustice, c'est un peu plus difficile de se mettre en œuvre en se disant je vais essayer de changer les choses. Et pourtant, c'est vraiment ça qui va permettre de faire le levier et de faire changer les mentalités. Comme on le disait, si on n'emmène pas les hommes et les femmes en même temps, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens parce que les hommes vont bénéficier de cette mixité au même titre que les femmes. Avoir un congé paternité correct quand on vient d'avoir un enfant, c'est très important pour les hommes aujourd'hui. Et donc je pense que c'est toutes ces actions-là qui finalement bénéficient à tous. Donc emmener les hommes, c'est super important. Donc voilà, je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour que effectivement quelques bonnes volontés se mettent sur ce type de projet et qu'on avance tous ensemble dans la bonne direction.
Oui, c'est important. Enfin, je rejoins la remarque. Au sein de l'association, donc je n'ai pas trop parlé, mais qu'on a créé en 2013 justement, un peu en réaction. Voilà, c'était uniquement des femmes au départ parce qu'on avait besoin de se rejoindre entre nous. Et puis petit à petit, on l'a ouvert aux hommes parce qu'effectivement, sinon c'était la surdiscrimination quelque part. Et aujourd'hui, on a 5 adhérents masculins. On en a eu jusqu'à 8. Des hommes, alors c'est une minorité, mais qui veulent aussi faire avancer les choses et trouver cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle également. Et je trouve ça très intéressant. Je rebondis juste là-dessus. Souvent, ce qui les fait un petit peu bouger, c'est quand ils ont des filles et que ces filles arrivent à l'école et qu'elles commencent à être elles-mêmes victimes de comportements un petit peu de discrimination. Et ils se disent, moi j'aimerais bien que ma fille, on lui dise pas ça à l'école. Et je comprends pas pourquoi elle a pas ce poste alors qu'elle est compétente et que c'est son copain, son collègue qui l'a eu. Et là, ça commence à les faire réfléchir. Voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent la prise de conscience au moment de la paternité, quand on a des enfants et qu'on se rend compte que ces enfants garçons et ces enfants filles, ça va pas être les mêmes problématiques dans la vie professionnelle. Et ça permet de faire évoluer la société, je pense. C'est un vrai problème sociétal, pas simplement dans tel ou tel secteur, hein, effectivement. En prenant notamment les choses dès le début, dès le petit bout que vous décriviez du propos culturel, historique, parce qu'on a toujours dit ça, même si on ne pensait pas forcément à mal, mais l'évolution de la société, c'est dès ce bout-là, en fait, qu'il faut prendre aussi les choses. Moi, je dis souvent, c'est ce que nous avait dit une de nos intervenantes, ancienne ministre, lors d'une assemblée générale de l'association, Roselyne Bachelot, pour ne pas la citer, elle nous avait dit 2 choses. Elle a dit qu'il faut chasser en meute. Voilà, il faut faire bloc, il ne faut pas la jouer individuelle quand on est femme, parce qu'on a aussi par ailleurs plein d'enjeux, d'ambitions individuelles. On est en guerre, y compris entre nous, les femmes. Et puis ne rien laisser passer. C'est-à-dire dès qu'il y a une remarque, dès qu'il y a une chose qui est dite, il faut vraiment le dire et faire prendre conscience à ces hommes ou voire à ces femmes, parce qu'on a aussi, nous, cette problématique parfois aussi au sein du ministère, des femmes qui sont peut-être même plus dures, des fois, dans certains propos, que les hommes avec les femmes. Oui, peut-être une manière de se blinder ou intégrer la culture. Chasser en meute et intégrer les hommes volontaires et tous les hommes dans l'absolu, si on peut. S'il y a des questions, des remarques dans la salle, n'hésitez pas. Alors j'ai vu d'abord une main d'un homme se lever et après vous devant. Bonjour, Bruno Guessard, je suis directeur de 3 EHPAD ruraux autour de Saint-Quentin. Je suis chef d'établissement. J'ai 105 agents au total, 8 hommes. Faites la proportion de femmes dont j'ai la responsabilité. Première chose, un petit principe managérial que je me permets de souffler à mes collègues masculins. Ne mélangez jamais la vie privée et la vie professionnelle. C'est tout simple. Ça vous évitera bien des ennuis, croyez-moi. Voilà. Ça a l'air... oui, voilà. Bon, je vous promets, ça simplifie les choses. Et croyez-moi, vous pouvez exister en tant qu'homme en dehors de votre travail. Deuxième chose, face à certaines situations qu'on a pu décrire, la même chose, tolérance zéro. J'ai été confronté en tant que chef d'établissement à un problème de harcèlement sexuel parmi mon personnel, de la part d'un personnel technique, sur des personnels féminins. C'est pas très compliqué. Une fois que les faits sont établis, vous convoquez l'intéressé dans votre bureau et vous le faites avec une femme à côté de vous, préférence une hiérarchique, et vous lui décrivez les faits. Je vous promets que la honte que ressentent certaines femmes dans certaines situations change de camp. Cet agent, je lui décris les faits, j'ai déroulé une procédure disciplinaire aboutissant au licenciement. Je ne l'ai plus jamais vu après le premier entretien. Il n'a rien nié, il n'a jamais cherché à se défendre, et c'est allé jusqu'au bout, et comme une lettre à la poste. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Voilà, quant à ceux qui auraient des problèmes pour séparer vie publique, professionnelle et vie privée, on a le gros avantage maintenant de travailler tous ensemble dans plusieurs établissements. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, faites de manière relativement simple, lié avec quelqu'un qui est dans un établissement partenaire. Voilà, c'est tout simple. Voilà, ça sera tout. Je pense que sur la tolérance zéro, on est tous d'accord. J'ai vu pendant que vous parliez de la séparation publique-privée des mimiques et des réactions sur l'estrade, Françoise Belay.
Oui, ça dépend de ce qu'on appelle public-privé. Si on considère effectivement que... Moi, je pense que la vie privée peut avoir sa place au travail. Si on parle, par exemple, de nouvelle parentalité, si on parle de gestion des temps, si on parle d'organisation générale du travail, du télétravail, par exemple. Là, vous faites allusion à quelque chose de très particulier. Et je voulais juste rappeler que dans la loi de transformation de la fonction publique, il y a une obligation de mettre en place un mécanisme pour signaler les actes sexistes. Donc, là aussi, c'est dans la loi. Je crois qu'il faut, me semble-t-il, il y a la bonne volonté, il y a ce que vous décrivez qui est sans doute très efficace, le name and shame, mais je crois aussi qu'il faut vraiment ne pas oublier de se référer à la loi. Les propos sexistes, c'est absolument illégal, donc il faut vraiment se référer à la loi. Et je crois, juste pour enfoncer le clou, il me semble que l'accès des femmes aussi aux postes de pouvoir, parce que ces situations de harcèlement et je dirais d'humiliation, elles sont aussi possibles dans un rapport de subordination. Plus les femmes auront des postes à responsabilité, on peut espérer qu'elles seront moins sujettes à ça. Donc juste pour dire que dans le secteur qui me concerne, la fonction publique territoriale, on a des améliorations, notamment dans les communes, parce que dans les communes, maintenant, on a 47% de femmes directrices générales des services. Donc ça, c'est un vrai progrès. Il y en avait beaucoup moins il y a encore quelques années. Par ailleurs, mais par contre, dans les régions et dans les communautés de communes, il y en a encore très peu. Donc il faut absolument appliquer les lois de façon à ce que les femmes soient des postes à responsabilité. Alors les femmes ne sont pas toujours les meilleures amies des femmes, mais quand même, il y a une question de miroir, d'exemplarité, d'application de la loi, et un effet masque qui, à un moment donné, finit par être efficace, je pense. Complément de réponse, réaction. Sinon, je passe la parole à Catherine Adjé. Merci. Deux éléments, une petite remarque statistique concernant le fameux plafond des 40% dans la FPH. Attention, il faut lire le rapport d'activité en détail. Le 40%, il existe parce qu'il y a un déséquilibre positif grâce à nos collègues des 3S, directrices d'établissements sanitaires et sociaux, qui sont plus nombreuses dans les promotions et qui sont plus rapidement nommées sur des postes de chef d'établissement, parce que c'est le métier qui veut ça. Mais chez les directrices d'hôpital, si je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est 9% des emplois fonctionnels en dehors. Les DG de CHU, globalement, ça fait ça vit sa vie. On est loin de Madame Ramin qui était seule au milieu de 30 autres collègues. Mais voilà. Mais dans toutes les autres chefferies directeurs d'hôpital, je tiens à préciser que c'est loin d'être le cas. Et vous savez qu'il y a cette nuance. Le deuxième point, au-delà de la statistique, c'était une observation et un questionnement. Bien évidemment, l'ensemble des associations de promotion de l'égalité femmes-hommes font un travail formidable depuis de nombreuses années. Maintenant, donc les plans d'égalité femmes-hommes sont dans nos travaux. Hein, nos DRH et toutes les communautés ont planché dessus ces derniers mois puisqu'on devait les présenter là maintenant. Mais il reste un phénomène sociétal très opposant. Cette semaine encore, une radio de service public accueillait un grand écrivain sanglotant sur la disparition du patriarcat. Il s'appelle Alain, non? Voilà, tout le monde aura compris à qui je fais référence. C'est Finky, c'est Finkelkraut. D'autre part, nous sommes, en tant que chef d'établissement, recrutés par des élus locaux qui, eux non plus, n'ont pas toujours passé facilement la question de la parité, même si elle est aussi inscrite dans la loi. Et malheureusement, on trouve souvent des premières adjointes, donc des deuxièmes de liste municipales, et puis après, on ne retrouve plus les personnes en responsabilité. Donc, on a face à nous beaucoup d'élus masculins. On l'a dit, beaucoup de présidents de CME, beaucoup de chefs de pôle encore masculins. On a dans les ARS aussi pas une parité. Donc, laissons de côté le sujet qu'on a beaucoup abordé professionnel, mais le sujet sociétal. Comment fait-on? Que peut-on faire ensemble pour faire avancer le fait sociétal là-dessus, sur la prise de responsabilité? Dans le secteur privé, pour une Christine Lagarde, on a 25 Vincent Bolloré. Chez nous, c'est un peu pareil en termes de proportion. Donc, comment fait-on? Je me permets de répondre juste très rapidement avant de partir. Et vous avez bien fait de préciser que le diable se cache dans les détails. Donc effectivement, la question de la gouvernance, de la question des postes aux plus hautes responsabilités est importante. Après, ça m'intéresse, l'exemple de l'écrivain que vous avez donné, c'est la question de l'expertise. Dès lors qu'on a affaire à des experts, il faut aussi penser à inviter des femmes. Très souvent, les experts sont des hommes, dès lors qu'on sort de nos sujets.
Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans les associations professionnelles, on a mis en place des réseaux d'expertes, et pour que notamment dans les médias, pas seulement sur la question d'égalité femmes-hommes, mais sur l'environnement, sur la philosophie ou que sais-je, on invite aussi des femmes parce qu'elles ont une expertise en dehors de celle qui nous occupe aujourd'hui. Donc la question de l'expertise est aussi importante et permet d'agir sur le plan culturel et sur le plan des représentations aussi. C'est tout ce que je dirais aujourd'hui. Allez-y. Je rebondis là-dessus. Je crois qu'effectivement, la plus grosse difficulté, c'est de changer le côté culturel et sociétal. Mais si déjà, au sein de chaque métier, de chaque institution, on a des rôles modèles, on a des femmes qui sont données en exemple, qui sont montrées dans les médias, qui sont dans la représentativité, ça donnera envie aux plus jeunes de faire bouger les choses, et culturellement, les choses vont suivre. Mais on ne peut pas attendre que la société bouge. Je pense qu'en tant qu'institution, en tant que corps médical, en tant que ministère, on a un rôle à jouer, à montrer l'exemple et à avoir des rôles modèles. Merci. Alors, une intervention, monsieur. Luc Farré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Et à ce titre, j'ai signé un accord qui aboutit à la loi que vous avez présentée, un accord égalité professionnelle femmes-hommes, avec le ministre, le secrétaire d'État de l'époque, qui était Olivier Dussopt. Et c'est ce qui a amené à ce que dans la loi de transformation de la fonction publique, on ait un versant assez important sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour rappeler cela, c'est que le fondement même de cet accord, c'est les plans d'action que vous avez évoqués et sur lequel, en tant que, je vais dire, on est tous ici adhérents quelque part d'une organisation un peu proche, on attache beaucoup d'importance à l'UNSA, à la mise en place de ces plans d'action, égalité professionnelle, avec toute leur ampleur que vous connaissez. Et j'appelle, entre guillemets, à ce que partout, dans tous vos établissements, vous les mettiez en place avec des effets pour l'égalité professionnelle, aussi bien dans le cadre des nominations sur les postes à responsabilité, mais également dans le cadre des promotions. Voilà, j'en termine là, mais je pense que c'était important d'insister sur ce sujet. Merci. Est-ce que vous voulez réagir? C'est assez clair. Est-ce qu'il y a une autre question, Ah, je vois une question à gauche pour moi. Ça sera la dernière de la session. Allez-y, parlez. Oui. C'était juste pour faire une... Si vous pouvez vous lever, oui, comme donc, ça, voilà. Avéline Moreau, donc j'avais juste une petite remarque à faire. Bien évidemment, hein, l'enquête était très intéressante, le fait qu'on puisse s'exprimer sur le sujet, les blagues et compagnie, bien évidemment, j'en ai eu comme beaucoup de femmes. Néanmoins, je souhaiterais quand même qu'on se questionne par rapport à ce que vous avez dit en termes de parité. Il ne faudrait pas qu'on tombe non plus dans un paradigme un peu inverse, hein, c'est-à-dire que demain, ça ne soit plus la compétence qui soit le maître mot, mais que ça soit le genre. Parce que finalement, on arrivera à quelque chose de complètement opposé. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, par exemple, dans les systèmes d'information, on l'a dit tout à l'heure, il y a des ingénieurs qui sont très très compétents, mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de femmes, et il y a certaines femmes qui sont peut-être un petit peu moins compétentes que certains hommes, mais la parité fait que certains hommes plus compétents ne sont pas choisis par rapport à des femmes plus compétentes. Donc finalement, on arrive dans quelque chose d'inversé. Et je m'adresserai aussi à Madame du ministère de l'Intérieur. Par exemple, dans la gendarmerie, dans la police, il y avait anciennement des critères de taille qui avaient été mis en place pour un certain nombre de choses, notamment quand vous êtes face à certains hommes qui sont très très grands. Quand on est une petite femme d'1,50 m, ça peut créer des difficultés en termes, notamment dans les forces de l'ordre, les CRS ou autres. Et c'est vrai que, bien évidemment, c'était un critère discriminant, mais qui avait une raison à un instant T. Donc voilà, donc c'est juste qu'il ne faut pas, à mon sens, vraiment qu'on se dise... voilà, c'est pas les gentilles femmes contre les méchants hommes, c'est pas... voilà. Moi, demain, j'ai pas envie d'être choisie parce que je suis une femme. Si j'ai envie d'être choisie, c'est parce que je suis compétente. Mais ce que vous dites, c'est d'ailleurs une des critiques récurrentes faites au fonctionnement des quotas. C'est une des critiques qui revient régulièrement pour qu'on ne choisisse pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est une femme compétente. Alors,
Sur votre dernier point, c'est intéressant. Ça allait bien au-delà, parce que les concours étaient interdits aux femmes, en fait, de commissaires de police, d'officiers de gendarmerie, de sapeurs-pompiers. Ça allait jusque-là. Donc ça a été ouvert dans les années 70-80, les concours pour ces femmes qui ne pouvaient pas passer le concours. C'était réservé aux hommes. Donc ça va au-delà de la taille ou des critères effectivement sportifs qui étaient donnés. La question des quotas, nous, on n'est finalement pas si mal situés au sein du ministère de l'Intérieur. On est à plus de 43%. Là aussi, le chiffre est un petit peu faussé parce que le ministère, en fin d'année, truande un peu les chiffres pour faire des nominations d'emplois pour faire les plus de 40%. On n'est pas dupe au sein de l'association. Mais ça fait partie du jeu institutionnel. Pour nous, c'est un pis-aller. Le quota de 40%, c'est une première étape. On n'est pas satisfait de ça du tout, mais en 2012, M. Sauvadet, que nous avons aussi invité à notre association, nous l'a expliqué, c'était le pis-aller pour une étape suivante. Donc après, l'objectif, c'est l'égalité. Moi, je n'aime pas trop parler de parité, finalement, je parle d'égalité professionnelle. On essaie de tendre vers. Et c'est intéressant la question que vous vous posez, parce que c'est toujours les femmes qui se posent ce genre de question de la compétence. C'est rarement les hommes. Je vais me faire des ennemis, là. Mais c'est comme cette question que nous, on se pose tout le temps. Mais voilà, je rejoins tout à fait. On ne va pas se tirer une balle dans le pied. En nommant des femmes pour être des femmes, il faut qu'il y ait une compétence technique ou une expertise qui va avec. Mais souvent, ces femmes-là, elles s'autocensurent, elles ne se mettent pas forcément en avant aussi. Je rebondis là-dessus, hein. C'est bien parce qu'on a eu un très bel exemple d'autocensure et de biais inconscient. Et comme quoi, ça vient des femmes comme des hommes. Hein. La phrase « oui, mais dans le domaine de l'informatique et du numérique, les femmes sont un petit peu moins compétentes que les hommes ». Non, il y a des femmes compétentes et elles le sont tout autant que les hommes. Il y en a peut-être moins en proportion. Mais quoi qu'il en soit, la question des quotas ou des objectifs chiffrés, si on ne veut pas vexer les gens, c'est de se dire qu'à même compétence, pour un poste donné, si vous n'avez que des hommes dans votre comité, prenez une femme à même compétence. On n'est pas en train de vous dire que vous allez prendre une femme incompétente. Et effectivement, un homme ne se posera jamais la question. S'il est pris à un poste, c'est parce qu'il est compétent. Ce n'est pas parce que c'est un homme. Alors que la plupart des recruteurs sont des hommes et qu'il y a forcément un biais inconscient de recruter quelqu'un qui nous ressemble. Ça fait partie des biais inconscients. Je suis la première à le faire. Mais on se sent plus proche de quelqu'un qui nous ressemble, qui a 2 enfants, qui est un homme quand on est un homme ou une femme quand on est une femme, parce qu'on se projette un petit peu plus. D'où l'intérêt d'avoir des rôles modèles à des postes élevés pour casser un petit peu ces problèmes de biais inconscients. Caroline Chassin, ça sera le mot de conclusion peut-être de cette session. Si j'avais un mot à dire, l'égalité entre les hommes et les femmes sera acquise quand on assumera de nommer des femmes incompétentes à des postes à responsabilité. Combien d'hommes incompétents nous avons tous croisés à des hauts postes à responsabilité? Donc n'ayons pas peur et disons-nous qu'est-ce que la compétence et comment assumer l'incompétence et finalement l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci à toutes les trois. Merci aussi à Françoise Bollé qui a dû nous quitter. On l'a dit à plusieurs reprises depuis ce matin, on est dans une période préélectorale. Peut-être qu'on pourra suivre les propositions faites par les différents candidats et donner rendez-vous au prochain congrès pour voir s'il y a des mesures, des solutions, des actions qui peuvent aider à plus d'égalité femmes-hommes. On va se faire une dernière pause avant la dernière ligne droite. Tenez le coup, on y est presque. Il est 16h05. Je vous donne un quart d'heure. S'il vous plaît, soyez là à 16h20 que l'on puisse reprendre, toujours dans le respect des intervenants des sessions suivantes. Merci beaucoup.